Bonsoir, bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau des Terriens du dimanche. On a beaucoup de choses à faire ce soir, on a un gros programme. Première chose, une photo incroyable. Vous l'avez vu, Raquel, la photo? Vous la connaissez, la photo? Je ne sais pas de quoi vous parlez, Thierry. C'est une photo d'Alexis Corbière, qui est à l'Assemblée nationale, qui s'engueule avec la députée Larème. Ah. Et il a une gaule. C'est pas vrai. Mais, moi j'ai vu ça à la télé, j'ai dit... T'entends ça, Raquel? Félicitations. Première nouvelle. Faites-moi une capture d'écran. Oh putain. Ah ouais. Waouh. Oh le con. Oh là, Alexis Corbière. Oh. Raquel. C'est vraiment un mec qui bande pour la politique. Attends. Raquel, je comprends mieux. Ouais. Là, je comprends. Ah, tu vois un peu le mec, il est à l'Assemblée. Il n'est pas juste biterrois, alors. Non, Voilà. non, Il est aussi roi de la bite. Moi, je Oh, croyais- bravo. Bravo. Je pense qu'on peut applaudir Raquel, qui a tiré le gros lot. Et maintenant, bah oui, il y a de quoi être content. Ah ouais, Et bravo. maintenant, Marie, c'est donc, pas connu, plus moi. prestigieux que les Oscars, C'est vrai. plus méchant que les Gérards, plus drôle que les Césars, plus sexy que les Hôtes d'Or, c'est le prix Goldnadel du bisounours de la semaine. Cette semaine, Thierry Ardisson, le prix a été décerné non sans difficulté à Natacha Polony pour avoir écrit que le journal L'Humanité, Ouais. récemment en dépôt de bilan, méritait de vivre parce qu'il avait publié de la poésie. Alors je dois vous dire, et vous n'êtes pas le plus mal placé, monsieur Ardisson, que j'ai subi ici les pires pressions pour revenir sur ma décision qui est irrévocable. Mais les tentatives de corruption étaient vraiment insultantes Insuffisante. en raison de leur insuffisance. Ceci posé, en ce qui me concerne, je ne verserai pas une larme sur ce journal sans lecteur, d'un parti sans électeurs, qui vit de subventions publiques d'un État qui l'abhorre. Pardon de le dire, mais je ne verserai pas une larme pour ce journal qui est publié pendant l'occupation, qui a souhaité la bienvenue aux soldats nazis. Et lorsqu'il évoquait Blum, Mandel et Mock, il parlait du juif Blum, du juif Mandel et du juif Mock. Je ne verserai pas une larme à ce journal qui aura toujours couvert les pires cochonneries, du goulag au procès des blouses blanches, au coup de Prague, au coup de Kaboul et jusqu'à faire l'apologie de M. Chavez. Quant au pluralisme que vous avez cité, madame, je n'ai jamais entendu qu'on verse des larmes sur les gazettes de l'extrême droite lorsqu'il leur arrive de disparaître. Alors, madame, permettez-moi de vous dire qu'au pays d'Aragon, le mot de poésie a toujours bien rimé avec saloperie. Oh là là. Asseyez-vous. Alors, non, mais je suis quand même assez heureuse parce que c'est rare. C'est rare que je sois traitée de suppôt du communisme. Ça m'arrive quand même pas tout le temps. Donc merci Gilles William. Est-ce qu'on peut à un moment donné replacer les choses vraiment sur le plan de la raison? On est en train de parler d'un journal, du journal L'Humanité qui existe depuis 1904. Donc on peut découper l'histoire et prendre la période ignoble. Et qui est ignoble? Qui est ignoble, évidemment. Mais on peut aussi se souvenir que c'est le journal fondé par Jean Jaurès, en 1904. Que ce journal-là était celui qui portait les combats les plus beaux. C'est pour ça qu'il s'appelle L'Humanité. Mais même ça, à la limite, on peut aussi faire semblant de l'oublier. Il y a aujourd'hui un journal qui fait un travail que je conteste, souvent, qui ne s'est pas gêné pour dire tout le mal qu'il pensait de moi, et c'est pas le problème. D'abord, c'est un journal dans le paysage médiatique, et moi je défends tous les journaux. L'argument qui consiste à dire ils vivent de subventions, ils vivent tous de subventions. Parce qu'aujourd'hui, ça coûte cher de faire de l'information. Et que s'il n'y a plus de subventions, il n'y a plus de presse. Alors vous pouvez vous réjouir qu'on n'ait plus que des rumeurs sur Internet ou des échanges. En revanche, des informations, moi j'en lis dans tous les journaux, j'ai passé 6 ans à faire une revue de presse et il y a des informations dans ce journal à côté de trucs que je trouve ignobles, contestables et tout. Quant à la poésie, parce qu'en effet, c'est le seul journal
qui est capable de consacrer 2 pages à parler des poètes contemporains, pas de ceux qui font l'apologie des idées de l'humanité, parce que la poésie, c'est pas politique, qui est capable de parler de gens comme Jacques Ottet, comme Olivier Barbaran, comme Yves Bonnefoy, des gens qui écrivent des merveilles. Et hélas, personne n'en parle. Alors ce journal a cette utilité-là. Peut-être que ça ne vous touche pas, la poésie. Moi, ça me touche. Le pluralisme de la presse me touche. Et j'adore pouvoir soutenir un journal qui dit le contraire de ce que je pense. Voilà. Je confirme que le prix Bisounours de la semaine est attribué à Natacha Polony. Je lui fais des bisous, des gentils, des toutous, des géants, des tout fous. Un bisou sur la joue, un bisou dans le cou. Car mon petit bisounours, il adore les bisous. Et maintenant, j'accueille Jean-François Copé et le gourou de l'intelligence artificielle, Laurent Alexandre. Jean-François Copé, Laurent Alexandre, bienvenue. Ça a été l'escalier? C'est la chute là en bas, là, mais ça va. Il faut faire attention, il ne faut surtout pas aller tout droit parce qu'on tombe. Quand on a chuté une fois, on sait comment il faut faire. Oui, voilà, vous êtes au courant. Alors, nous sommes ravis de vous recevoir, évidemment. Vous, juste un mot, il y a fait longtemps que vous n'avez pas vu. Ouais. Faites quoi? J'écris, là je viens de terminer un livre avec Laurent Alexandre, sinon je suis maire de Meaux et avocat. Ah, voilà, donc vous gagnez votre vie, tout va bien. J'ai surtout pris un peu de recul avec la politique politicienne. Quand on voit ce qui se passe... On regrette pas. Ouais. Bon. Alors, vous publiez L'intelligence artificielle va-t-elle aussi tuer la démocratie aux éditions Jean-Claude Lattès. On va en parler, mais avant, comme tous les invités, vous avez un slogan. Alors, on commence avec vous, Jean-François Copé. Votre slogan, dites-moi si vous va. À force de côtoyer Nadine Morano et Rachida Dati, il a fini par se tourner vers l'intelligence artificielle. Bravo. Alors, vous avez 2 sampleurs, que chaque invité a son slogan, son sampleur. Alors, il y a 2 sampleurs, vous me direz lequel vous voulez, parce qu'après, vous l'aurez tout le temps. Hein. Attention, premier sampleur. Tous les matins, il achetait son petit pain au chocolat. Deuxième sampleur. On est dans le désert depuis trop longtemps. Tu demandes à qui ça sert. Toutes les règles un peu truquées du jeton veut faire jouer les yeux. Alors. Ah ben Jodassin, mais j'hésite même pas. Ah ouais. Mais bien. Ça vous plaît. Jodassin. Tous les matins, il achetait son petit pain au chocolat. Ça va vous rester, ça, attention. J'avais compris que ça m'était déjà resté, donc après tout, il n'y a pas tant d'hommes politiques que ça qui rendent hommage à Jodassin. Oui, c'est vrai. Laurent Alexandre, donc vous êtes médecin, essayiste. Votre slogan, l'homme qui veut la mort de la mort. Pas mal. Pas mal. Alors, vous avez un sampleur. Voilà. Technologic. 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 Voilà, Daft Punk, Technologic. Voilà. Alors, tu dis, l'intelligence artificielle va-t-elle aussi tuer la démocratie aux éditions Jean-Claude Lattès? Pourquoi dites-vous que l'intelligence artificielle va aussi tuer la démocratie? Laurent. L'intelligence artificielle, elle attaque la démocratie par le biais des fake news, par le biais de la destruction des médias traditionnels, de la viralité de toutes les conneries complotistes qu'il y a sur le web, aussi parce qu'elle favorise les inégalités. Les gagnants de l'économie de l'intelligence artificielle gagnent de plus en plus. Chez Google, les bonus pour les très bons ingénieurs en intelligence artificielle dépassent maintenant 100 millions de dollars pour une année. Avec ça, on a de quoi subventionner l'humanité pendant 2000 ans. Oui. Alors que les gens qui comprennent moins bien cette économie-là, qui comprennent moins bien le big data, eh ben, ils ont des difficultés et puis ils sont gilets jaunes. Donc on a des écarts de plus en plus importants et l'intelligence artificielle est en train de les accentuer parce que l'école n'arrive pas encore aujourd'hui à réduire les inégalités. Donc il y a un ensemble de raisons économiques, politiques, médiatiques qui font que la démocratie est menacée. On pourrait aussi dire le fait que les géants du numérique, en prenant le pouvoir sur les informations du monde, ont réalisé un coup d'État numérique invisible.
D'accord, très bien, c'est clair. Jean-François, alors pourquoi ce livre avec Laurent? J'ai vu avec Laurent Alexandre, un lanceur d'alerte, il faut qu'il y ait un homme politique qui rejoigne ce discours pour dire, bah oui, on est mal barré, sauf si on prend un certain nombre de décisions. Et comme je vois le discours politique très absent sur ce sujet, alors que je pense qu'il faut en parler à tout le monde, que c'est une cause, bien sûr mondiale, mais en tout cas nationale, qu'il faut absolument éviter que l'Europe se fasse manger tout cru et que la France se fasse manger tout cru par d'un côté les Américains avec les GAFAM, de l'autre la Chine avec les BATX, et nous on regarde les trains passer alors qu'on est le premier marché qui absorbe ça, eh ben, il faut réagir. Or, ce que je propose, c'est un certain nombre de choses pour le faire. Donc c'est un livre qui combine le dialogue avec le scientifique qu'est Laurent et l'homme politique que je suis. Très bien, alors voici maintenant à quoi notre futur pourrait ressembler. Magnéto Serge. I just walk them in. Plug me in, plug me in. Plug me in, plug me in. Plug me in. To know whose shirt you wear. Now it's time to leave the capsule if you dare. To be given life. Ça vous fait peur? Non, l'intelligence artificielle est l'avenir du sexe. Oui, absolument. Et de la procréation, parce que les bébés vont de plus en plus être optimisés, ce qu'on appelle les bébés à la carte, par l'intelligence artificielle et par, on l'a vu en Chine avec la création des 3 premiers bébés OGM. Il y en a 2 qui sont déjà nés et un qui va naître prochainement. On est rentré dans une phase d'industrialisation de la procréation et de la fabrication des enfants. C'est une révolution majeure à laquelle on vit. C'est un changement de civilisation. Ah ouais. De quelle technologie faut-il avoir le plus peur, Laurent? Les technologies dont on parle, qui transforment progressivement l'homme en homme démiurge, en homo deus, comme dirait Harari, elles posent d'énormes problèmes parce que homo deus est en rodage. Nous ne savons pas encore comment gouverner, organiser, contrôler, réguler les pouvoirs que nous allons avoir, qu'il s'agisse des bébés modifiés, qu'il s'agisse de l'intelligence artificielle, de la robotique, et nous devons apprendre à être des dieux technologiques au XXIe siècle. Ce qu'on n'a pas encore trouvé, c'est la morale qui gouverne tout ça. Oui, puis la morale, elle n'est pas la même ici à Pékin. Très bien, on va en reparler. De toute façon, c'est le dossier de la semaine. Pour le moment, on passe aux une de la semaine. Jean-François Copé, Laurent Alexandre, chaque mercenaire va présenter sa une. À la fin, c'est vous qui jugerez. Et c'est vous qui choisirez la meilleure une de la semaine, comme si vous étiez devant un kiosque. On commence avec vous, Raquel. Vous avez 1 minute et 2 secondes pour votre une. Le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, exclut de suspendre l'usage des flashballs. Magnéto, Serge. Ce que je sais de nos armes de défense, ce que je sais, c'est que si on les retire à nos policiers, il leur reste quoi? Il leur reste le corps à corps quand ils sont agressés, parce qu'ils ne peuvent pas se défendre, ou il leur reste leur arme de service. Moi, je ne souhaite pas, évidemment, ni vous ni moi, qu'ils utilisent leur arme de service, et je souhaite éviter le corps à corps. Donc, il faut des outils comme les lacrymogènes qui permettent... Pas de suspension de ces outils. Mais des améliorations. Il y a une polémique. Le LBD ou la grenade de désencerclement. Voilà, Castaner, Persénaire, donc c'est votre une, Raquel. Vous avez 1 minute, 2 secondes, top chrono. Le témoignage à nos côtés de Jean-Marc Michaud a été une alerte très importante. On a pu penser que le gouvernement l'entendrait et malheureusement, le ministre Castaner considère que c'est normal, finalement, en démocratie, de mutiler,
de mutiler les citoyens. Et non seulement il ne veut pas suspendre l'utilisation de ces armes mutilantes, comme d'ailleurs le propose une proposition de loi déposée par Alexis Corbière cette semaine, mais en plus, voilà, il propose à l'inverse une loi qui vise à, en gros, interdire et dissuader les manifestations. Désormais, en France, vous pouvez être interdit de manifester par un préfet, par une décision administrative. Donc là, je pense qu'on est dans quelque chose qui doit nous alerter. Un député de Courson a dit que c'était Vichy. En tout cas, moi, je pense que Castaner, lui, doit démissionner car il divague et il n'est pas responsable correctement, comme doit l'être un politique, de la santé de nos compatriotes. Hop, bravo Raquel. Vous avez tout le temps, hein. C'est bien, bravo. Jean-François, un mot. Bah, écoutez, je crois qu'il n'a jamais été écrit nulle part que la démocratie, ça signifiait que la rue devait permettre toutes les violences en n'importe quelle circonstance. Au contraire, c'est dans ce contexte-là qu'elles s'affaiblissent. Il faut faire attention parce qu'à force de crier à la peur des populismes, un jour, ils vont se retrouver au pouvoir parce qu'on n'aura pas été capable d'être aux côtés des dirigeants qui essaient simplement de faire en sorte qu'on manifeste, bien sûr, qu'on dise ce qu'on a à dire, mais sans casser, sans violence, parce que c'est pas comme ça que ça marche. Est-ce que vous avez vu la vidéo de ce gilet jaune ultra pacifiste qui était en train de filmer lorsqu'il a été éborgné? Il était pacifiste. Donc, la thèse de la dangerosité ne tient pas une seule seconde. Mais attendez, Raquel, excusez-moi, mais la volonté du gouvernement, c'est de faire peur aux gens qui manifestent. Oui, on est d'accord. Bah voilà. Si vous manifestez, vous allez vous faire éborgner. Quitte à mutiler des gens, voilà. Ah voilà. Mais bon, donc c'est dégueulasse. Je dis pas si c'est dégueulasse. Des ministres ont démissionné pour beaucoup moins de ça. Le pouvoir veut faire peur. Voilà. Bien. Alors, maintenant, on passe à Franz-Olivier Gisbert. Cette semaine, la France a été frappée par la tempête Gabrielle. Finalement, plus de peur que de mal. Le titre est génial. Gabriel s'est pris un vent. J'adore ce titre, bravo. Alors, vous avez en fait 49 secondes. C'est pas vrai, non. Bah si. Ah non. Top chrono. Alors, annoncé à grand fracas en France, la tempête Gabrielle a fait beaucoup rigoler en Amérique du Nord et notamment au Québec. Ouais. Alors, en même temps, on ne peut pas nier que cette petite tempête, elle a fait quand même quelques dégâts, plus de 100 km/h, des rafales quand même, ça y allait. La neige aussi, 15 cm, c'est pas grand-chose. Mais tout ça, au moment où il y a un déluge de neige qui tombe sur l'Amérique du Nord et le Canada, mais un truc de fou, avec des pointes à moins 53 degrés, vous imaginez, dans le Minnesota. D'ailleurs, il se marre. Trump, il dit, ramenez le réchauffement climatique vite. La morale de tout ça, c'est que, voilà, ce serait bien que de temps en temps, les Français cessent d'avoir peur du passé, de l'avenir, du dentiste et de la neige. Et voilà. On se retrouve après la pub pour la suite des unes de la semaine avec Jean-François Copé et le gourou de l'intelligence artificielle, Laurent Alexandre. À tout de suite. Bonsoir les terriens du dimanche. Nous sommes toujours dans le Bifort des terriens du dimanche en compagnie des mercenaires et de Jean-François Copé et du gourou de l'intelligence artificielle, Laurent Alexandre. On continue avec la suite des unes de la semaine. Alors le gouvernement a évoqué le retour possible des djihadistes français et de leurs familles détenus en Syrie. Le député Les Républicains, Pierre-Henri Dumont, estime qu'il y a une autre solution. Magnéto Serge. Il y a un autre choix, qui est le choix qui est évidemment celui de l'élimination de ces personnes. Ça a déjà été fait par le passé, et moi j'estime qu'une personne qui a pris les armes contre la France, contre les valeurs que la France défend partout dans le monde, et en particulier sur son territoire, ne mérite plus d'être français. Mais alors l'élimination, alors attendez, c'est la peine de mort? C'est ce que j'allais poser. L'élimination. Les éliminations sont des éliminations qui sont ciblées, qui ont été pratiquées déjà par différents services, en Syrie, en Irak. Oui, c'est-à-dire... Marie-Christine va dire là. Non, mais parce que je suis très attentive à vos propos. C'est-à-dire tuer des personnes... C'est-à-dire tuer des personnes qui ont pris les armes contre la France. La France ne doit pas, en aucun cas, jamais, réaccueillir des personnes qui ont pris les armes contre la France. Voilà, djihadistes, les encombrants, c'est votre une. Natacha Polony, vous avez 1 minute. Top chrono. Alors, on va résumer. On sait depuis longtemps qu'il y a des djihadistes en Syrie qui ont été arrêtés. Ils ne sont pas en liberté, ils ont été arrêtés. Le problème, c'est que le retrait des États-Unis de Syrie risque de créer une instabilité et on craint qu'ils puissent être libérés, s'évader. Donc, le sujet ressurgit. Alors, est-ce qu'il faut les éliminer? Il y a eu des éliminations
de chefs djihadistes dangereux par la France, par la Grande-Bretagne, parce qu'ils étaient sur le terrain. Là, ce type-là nous parle, donc on est d'accord d'aller les buter dans leur prison. C'est peut-être autre chose. Non, la question qui se pose à nous, c'est est-ce qu'ils doivent être jugés en Syrie ou en France? Certains, au nom des droits de l'homme, disent il faut les juger en France parce que c'est trop dangereux en Syrie. Imaginez-vous qu'en France, on va pouvoir faire une enquête pour savoir ce qu'ils ont fait en Syrie. Croyez-vous vraiment qu'il soit juste de dire aux Syriens vous n'êtes pas capable de juger, on va les prendre chez nous? Non. Ils doivent être jugés là-bas parce qu'ils ont commis des crimes là-bas contre la France, mais contre la Syrie aussi. Oh, bravo, alors vous avez... Natacha aura 1 seconde de plus la semaine prochaine. Raquel, qu'est-ce qu'on fait de ces gens-là? Je suis pas très convaincue par cet argument. Parce que je considère que ces personnes sont dangereuses et qu'on ne peut pas non plus se désintéresser de leur sort. Je fais davantage confiance au système judiciaire et carcéral français. Il y a les Kurdes qui actuellement gèrent ces prisonniers. Moi, pardonnez-moi, je ne suis pas certaine qu'ils aient les moyens de vraiment les contrôler, les maintenir longtemps en prison, etc. Mais, Raquel, tu vis dans un monde de bisounours. Nicole Belloubet a annoncé cette semaine qu'il y allait avoir 30 djihadistes français qui étaient en prison qui vont être libérés. Carrément, voilà. Ils vont être libérés cette année. Est-ce que la déradicalisation existe? Je ne sais pas, est-ce que la déradicalisation marche? Je ne pense pas non plus. Je pense que les djihadistes seront mieux contrôlés s'ils sont en France que s'ils sont au Kurdistan, dans un pays où il n'y a pas d'État, où il n'y a pas de force de police. Dans nos prisons, qu'est-ce que tu veux faire? Non mais attends, ça c'est un autre sujet, ça c'est de l'intendance. Ce qui me choque beaucoup, c'est qu'on ne peut pas faire confiance au Kurdistan. Moi, personnellement, je ne fais pas confiance à beaucoup de juges français qui ont libéré des salopards qui sont immédiatement allés égorger le pauvre prêtre de Saint-Étienne-du-Rouvray. Enfin, la liste est très longue. Et Nice aussi. Et Nice également. C'est pour ça que je suis d'accord avec Natacha. Et d'ailleurs, soyons pas hypocrites, disons, laissons les Syriens et les Kurdes d'ailleurs, parce qu'il ne faut pas oublier, il y a beaucoup de Kurdes dans cette affaire qui sont indépendants, mais laissons-les faire le boulot. Voilà, c'est plus notre affaire. Ces gens-là, ils ont choisi de se battre contre la France. Eh ben, c'est pas notre affaire. Ça n'est pas notre affaire. Ça n'est pas notre affaire. Mais non, excusez-moi. On ne peut pas continuer comme ça. En 1945, un mec qui revient, qui avait été dans la LVF, par exemple, mais on le butait, le mec. Mais oui, bien sûr. Il n'y a pas de discussion. Mais pourquoi aujourd'hui, il faudrait quoi? Ils ont choisi, ils sont de l'autre côté. Jean-François Copé, dans le bouquin de Davé et l'homme, François Hollande dit qu'il a autorisé ce qu'on appelle les exécutions homo, c'est-à-dire les mecs, on les flingue. Est-ce que vous ne pensez pas qu'on devrait faire la même chose? Je pense surtout que c'est des choses dont on ne doit pas parler. Oui. Il faut le faire sans en parler. Moi, je pense qu'il faut... Enfin, c'est bien, c'est sympathique, on a tous une idée sur la question, mais moi, je suis partisan quand même que dans l'idée que l'on peut avoir d'essayer de sauver, si c'est encore possible, la démocratie, donc les régimes démocratiques, il y a un moment où il va falloir qu'on accepte cette idée qu'on va arrêter de discuter de tout et n'importe quoi. Donc, en ce qui concerne les djihadistes, eh bien, moi, je pense de manière très claire qu'il faut être pragmatique. Voilà. Ceux qui sont susceptibles d'être jugés en Syrie, Natacha Polony, vous l'avez dit, bah écoutez, que le régime syrien s'en occupe. Voilà. Et si par hasard, il doit se trouver qu'un certain nombre sont chez nous, eh bien je pense qu'il appartient à l'autorité exécutive de veiller à ce que les lois mises en place soient suffisamment fermes pour qu'on ne tombe pas dans des situations dans lesquelles ils sont libérés dans n'importe quelle condition, sans aucune surveillance, avec tous les dangers possibles. C'est bien un risque. Bien, Pierre. Alors, Pierre, vous, comme vous avez gagné la semaine dernière, puisque Gérard Miller a préféré votre une, vous avez 1 minute 30. Hein. Alors, les partis français confient leur liste pour les européennes à de très jeunes candidats. Votre titre, qui est très bien, liste jeune contre liste jaune. C'est votre une, Pierre, vous avez 1 minute 30 secondes. Alors, l'élection européenne du 26 mai prochain, c'est la première élection depuis les élections présidentielles de 2017 et c'est la dernière avant les municipales. Donc, autant dire qu'elle va être scrutée de très près dans les états-majors des partis politiques. Certains jouent gros. En Marche va tout faire pour être en tête. Le Rassemblement national va tout faire pour damer le pion à En Marche. La France insoumise et les Républicains vont essayer d'exister au milieu de ça et le Parti socialiste n'a plus qu'à signer son acte de décès. Dans cet environnement politique très instable, très mouvant, les Gilets jaunes viennent tout chambouler comme un chien dans un jeu de quilles. Il y a déjà 2 listes jaunes qui sont déclarées, qui sont annoncées, ce qui pourrait faire très très mal à certains. Alors face à ces listes jaunes, les partis politiques font le choix des listes jeunes. Au Rassemblement national, c'est Jordan Bardella, 23 ans, qui conduit la liste. À la France insoumise, c'est Manon Aubry, 30 ans. Pour les Républicains, c'est François-Xavier Bellamy, 33 ans, suivi de Agnès Evren, Arnaud Danjean. Pour le PCF, c'est Yann Brossat.
Pourquoi présenter des petits jeunes inconnus du grand public? Eh bien d'abord pour ne pas laisser le monopole du renouvellement de la jeunesse à Emmanuel Macron, à En Marche, à ce nouveau monde. Et puis surtout, c'est une élection si incertaine que les ténors n'ont aucune envie de porter la défaite. Souvenez-vous, au lendemain des élections européennes de 2014, le président de l'UMP de l'époque avait été poussé à la démission. Il s'agissait à l'époque d'un certain Jean-François Copé. T'as 10 secondes pour la semaine prochaine. J'économise. Je les achète. J'ai plus rien. Merci. Bon, alors maintenant, on passe à la une de Monia. Le gouvernement a dévoilé sa stratégie pour mieux protéger les enfants. Enfants placés, enfants en danger. C'est votre une, Monia. Vous avez 1 minute. Top chrono. En France, quand on parle d'enfance maltraitée, c'est 2 morts par semaine, 1 viol toutes les heures, 73 000 victimes de violences par an et 300 000 enfants placés chaque année. Mais à cause de nombreux dysfonctionnements de l'aide sociale à l'enfance, souvent les travailleurs sociaux arrivent trop tard. La faute à qui? La faute à un système saturé, à des manques de moyens, des travailleurs sociaux qui ont l'impression de faire un métier qui n'a plus de sens. Par exemple, un travailleur social en Seine-Saint-Denis doit gérer 26 dossiers en même temps et ne peut consacrer que 5 heures par mois par famille. Avec 5 heures par mois, on monte un meuble Ikea. On ne parvient pas à réparer une enfance brisée. Et malgré les appels au secours en vain des juges pour enfants, des associations des travailleurs sociaux, c'est finalement un documentaire sur France 3 sur les enfants placés qui a accéléré les choses. Cette semaine, le gouvernement a nommé un nouveau secrétariat national pour l'enfance parce que les enfants d'aujourd'hui, finalement, ce sont les adultes de demain. Et maintenant, on reçoit une de ces victimes collatérales des nombreux dysfonctionnements de l'aide sociale. Et voilà, pour continuer à en parler, j'accueille un homme qui a subi des maltraitances dans sa famille d'accueil lorsqu'il était petit. Voici Jesse Camara. Alors Jesse, bonsoir. Bonsoir. Je crois qu'on peut le dire, on se connaît. On se connaît très bien même. Tu es mon pilote moto. Exactement. Tu m'as raconté ce qui t'est arrivé. Ouais. Et je voulais que tu viennes témoigner ce soir. Ouais. Voilà. Non mais Thierry, tu vas pas pleurer là, arrête. Mais si, parce que je sais ce qui t'est arrivé, tu me l'as déjà raconté à moi. Voilà, c'est le témoin de la semaine. Bonsoir Jesse. Bonsoir. Alors vous avez 44 ans. 44, oui. Et lorsque vous avez 8 mois, votre maman fait une tentative de suicide en se défenestrant du 4e étage. C'est ça. L'État vous place. Et malgré votre très jeune âge, vous êtes ballotté de nourrice en nourrice. Oui. C'est pas facile comme début de vie, ça. Non, ça l'est pas effectivement, mais après c'est une période dont je me rappelle pas parce que j'étais tout petit, j'étais un bébé, donc effectivement peut-être ça a créé chez moi puisque des choses inconscientes d'une forme d'instabilité, mais je me rappelle pas de cette période véritablement, c'est des souvenirs qu'on m'a indiqués tout simplement. Et puis à l'âge de 3 ans, on vous place dans une famille d'accueil en Normandie, oui. Et c'est là que vous allez vivre un enfer. Oui, le mot enfer, c'est peu de le dire, pour un enfant en tout cas. En fait, j'ai été placé dans une famille d'accueil, dans l'Orne, dans le 61. Et on m'a placé là-bas, bien entendu, parce que quand vous êtes un enfant de la DAS, vous êtes forcément un enfant traumatisé. Et quand on vous place dans une famille, c'est pour qu'on puisse vous soigner. Dans cette famille, déjà, quand un enfant est placé, la DAS exige qu'il ait une chambre pour lui. Donc j'avais ma chambre. Après, il y a tout le côté affectif qui est nécessaire. Tout ça, j'en étais dépourvu. J'avais rien. Ça veut dire que dès 3 ans, je devais rester dans ma chambre tout seul. On me sortait que pour manger. On m'appelait jamais par mon prénom. On m'a toujours appelé par mon nom de famille Camara. D'accord? J'avais, malheureusement, par rapport aux autres enfants de la famille, ils avaient tout, j'avais rien. Tout le temps, au quotidien, j'avais des maltraitances. Le classique, c'était le martinet. D'accord? Ou alors on me laissait, on me mettait à genoux sur une grille, un paillasson métallique, ça fait super mal. Le métal sur le genou, la sensation avec les mains sur la tête, c'est horrible. On me faisait ça dès 6 ans, 7 ans, 8 ans. Quand je jouais au football et j'abîmais mes chaussures,
parce que j'adorais le football, on m'empêchait d'y jouer, pour pas que j'abîme mes chaussures, pour que mes chaussures soient présentables quand mon éducateur allait venir, eh bien, on m'enlevait mes chaussures, on me faisait taper dans des cailloux pieds nus. D'autres genres de maltraitance, et j'en ai plein comme ça, mais je vais pas vous faire pleurer, mais j'en ai plein. Mais par exemple, il y a des violences qui vont plus vous marquer, qui vont marquer à vie. Par exemple, il y a cet épisode où, enfant, vous vous réjouissez d'aller à la kermesse de l'école. Oui, effectivement. C'est-à-dire que les enfants maltraités, nous, on pisse au lit. C'est un classique. Et moi, je faisais pipi au lit. Et un jour, elle a soulevé ma couverture, elle avait une auréole, elle m'a tiré par les cheveux, elle m'a jeté dans la salle de bain, elle m'a forcé à faire pipi dans les toilettes, elle a pris un bol, elle a ramassé le pipi, et elle m'a demandé de le boire. Elle, c'est la mère qui vous a accueilli. C'est la mère de ma famille d'accueil. C'est elle qui était chargée de s'occuper de moi. C'est elle qui vous faisait subir toutes ces violences. Oui, toutes ces violences, ça venait d'elle. Et donc, je regarde le bol, je la regarde, et elle me dit, t'iras pas à la kermesse si tu bois pas. J'ai bu. J'ai été à la kermesse. On me fait boire de l'urine, on me fait taper dans des cailloux pieds nus. On te fait manger ton mouchoir. On m'a fait manger mon mouchoir, Thierry. Un mouchoir en tissu, les bons mouchoirs d'époque pour se mocher notre morve. Tu vois? Ce mouchoir, j'avais fait un nœud, j'arrivais pas à le défaire. Elle m'a dit de le défaire, Thierry. J'y arrivais pas. Elle m'a dit, tu le mangeras à midi. Je savais qu'elle déconnait pas. J'ai tout fait pour le défaire, j'ai pas réussi. À table, devant tous ses enfants, avec de la purée, elle était dans mon assiette. Elle est partie dans la cuisine. Moi, je suis un guerrier, j'ai dit, ok, il faut que je le mange. Ah, bah. Je sais pas comment j'ai réussi à passer ce meuh, j'ai mis de la purée. Je l'ai mangé, il est passé. Elle est revenue, elle a dit, mais il est où? Je l'ai mangé. Elle était morte de rire, c'est tous morts de rire. Mais ça, c'est des sévices parmi tant d'autres. Et il y a aussi cet épisode où à Noël, vous recevez comme cadeau un camion. Oui, oui, les enfants de la DAS, on a cette chance d'avoir de l'argent de vêture, de l'argent de poche, et on nous donne de l'argent pour acheter des cadeaux. Enfin, on donne aux familles. Il m'avait effectivement acheté tous mes cadeaux. J'étais content, j'y ai joué le jour de Noël, sauf que le lendemain, j'avais pas le droit d'y jouer. Et c'était quoi comme cadeau vous avez offert? J'avais un accordéon, j'avais un camion, un espèce de robot un peu à la Goldorak. Et donc, ce qu'elle avait fait, c'est que j'ai jamais compris pourquoi d'ailleurs. C'est qu'elle avait pris mes jouets et les avait mis dans le placard mural, en haut, dans ma chambre. Mais elle avait laissé la clé. Donc, qu'est-ce que je faisais moi? Discrètement, j'ouvrais, je montais sur les 2 étagères et je jouais en haut, au cas où elle me surprenne, que je puisse vite me dégager et ralentir mon lit. J'étais pas con. Vous savez, quand vous êtes harcelé, jeune, vous êtes aux aguets tout le temps. Vous démerdez comme vous pouvez pour chercher votre liberté et votre moment de plaisir. D'accord? Ça, je l'ai jamais perdu. Et donc, un jour, elle m'a surpris. Elle m'a tiré, elle m'a jeté sur le lit. Elle a pris mes jouets, elle me les a jetés dessus. Un camion a tapé sur mon genou, elle m'a sectionné tout le genou. La cicatrice, je la porte encore aujourd'hui. C'est un V. J'avais 8 ans. Elle a pris mes jouets, elle les a jetés par la fenêtre. Mes jouets de Noël se sont explosés dans le sol. J'ai couru toute ma vie derrière ces jouets. Ensuite, elle m'a emmené chez le médecin et elle m'a dit de dire au médecin que j'étais tombé. Et à l'école, elle m'a dit de dire pareil. Et j'ai respecté le deal et j'ai rien dit. Mais malgré toutes ces violences, personne ne s'est rendu compte de rien, ni les éducateurs, ni vos profs? Non, parce que Monia, quand vous êtes petit et que vous êtes placé dans une famille d'accueil, vous comprenez rien. En fait, il faut savoir que l'éducateur, quand il vient, il croit qu'il fait son taf. Il vous aime. Vous êtes bien, vous arrivez, n'inquiétez pas, les familles d'accueil, elles vous mettent en disposition pour montrer que vous êtes au top. Mais c'est pas l'éducateur qui maîtrise. C'est les gens chez qui vous habitez toujours qui vous connaissent. C'est eux les patrons. À 35 ans, vous êtes adulte et vous décidez de retourner voir cette famille d'accueil. Oui. Pour comprendre et pour faire face au bourreau de votre enfance. Comment ça se passe? Toutes ces choses-là, je vous en parle comme ça avec facilité parce que j'y ai survécu, je suis un résilié. Je vivais avec ça tout le temps. Ça m'empêche de dormir. Quand je me lève la nuit, ma femme le sait, ça me travaille. Je dis putain, comment on a pu me faire ça? Et donc, mon meilleur ami, Laurent, et tout ça, j'ai dit ok, je vais retourner les voir. J'organise le truc, je pars avec ma grosse moto avec ma femme. Je débarque là-bas dans le 6-1. Le monsieur sort. On s'est pas vu depuis 20 ans. Vous savez quoi? C'est un homme russe de la campagne. Moi, je faisais les travaux de ferme avec lui. Parce que ça, je vous dis pas aussi. J'étais un bon employé, gratuit, une bonne main-d'œuvre. Bref. Et il sort et il fond en larmes. J'ai jamais vu un homme pleurer comme ça. Ses enfants, tout le monde, il y avait ses fils qui étaient là, tout le monde se regarde comme ça, je les regardais comme ça. On était tous. Et il dit, je sais pas ce qui m'arrive, je pleure et tout. Il n'arrivait plus à arrêter ses larmes. Et ensuite, on rentre dans la maison. Elle va du côté de ma femme.
Elle sort des photos, je la connais par cœur. Elle sort des photos de bons moments, tout ça. Elle lui montre à ma femme, elle dit, écoute, il était dur. Elle préparait le terrain. Bon, j'avais compris, bref. Moi, j'étais très à l'aise et tout, truc machin. Et en fait, à un moment donné, il faut que je parle. Ma femme, elle m'écoute comme ça, elle me dit, écoute, il est 17h, on va tarder. Ok, je me lève, elle s'est levée direct. Elle était face à moi, comme toi, Thierry. Et le monsieur me tend la perche, il me dit, j'espère que tu reviendras. Je dis, écoutez, j'ai mis 20 ans à revenir. Je dis pas parce qu'on s'est quand même quitté dans une situation conflictuelle. Et là, je la regarde. C'est quoi, Thierry? Elle a baissé la tête comme un boxeur sonné. Comme ça, devant toute sa famille. Elle la relèvera pas du début. Je dis, bah ouais. Parce que je dis, il n'y a pas une journée où je pense pas à vous. Trop de coups, trop de claques, trop d'injustice par rapport à Thomas. Thomas qui avait le même âge que moi, il avait tout, j'avais rien. Je dis, vous m'aimiez pas? Je dis, pourquoi vous m'avez pris alors? Et je l'ai épargné parce que je les ai tous vus trembler dans leur regard. J'ai vu sa fille qui était à côté, et qui me donnait des cours de mathématiques et que j'aimais beaucoup. Et j'ai vu son regard qui tremblait comme ça. Et j'ai dit, arrête-toi là, Jess. J'ai dit, de toute façon, ça sert à quoi? Au bout de 20 ans, et puis je suis parti sur ma moto. Je suis content. Tu peux raconter ça. Monia. Jessie, je tenais à vous offrir un cadeau aujourd'hui. Je voulais vous offrir un camion. Il était comme ça. Je voulais vous offrir le camion avec lequel vous auriez dû jouer avec de l'insouciance pendant toute votre enfance. Parce que je sais que témoigner pour vous aujourd'hui, c'est la première fois. Oui. Et parce que c'est symbolique. Oui. On va l'appeler le camion de la résilience. Ouais. Voilà. Donc, merci beaucoup. Merci, Monia. Merci beaucoup. Merci. Plus de peine que d'allégresse. Enfant de la masse, enfant de la DAS, tant de haine. Enfant de la DAS. Plus de peine que d'allégresse. Enfant de la DAS, enfant de la masse, tant de haine. Enfant de la DAS. De la masse. On passe à votre une, Gilles. Alors, les obsèques du compositeur Michel Legrand se sont tenues vendredi à Paris. Le grand Michel, c'est votre une. Vous avez 1 minute, 7 secondes. Mais vous savez, moi, sans exagération, ce génie de la mélodie comptait énormément pour moi. Il y a 3 mots, il y a admiration, il y a affection et il y a addiction. Et j'ai eu le privilège de rencontrer plusieurs fois le grand Michel. La première fois, je lui ai dit, et je le pensais, j'avais beaucoup de plaisir à lui dire, ma vie aurait été différente sans Michel Legrand, parce qu'il a percé mélodieusement mes promenades et ma mélancolie. Et la deuxième fois, je lui ai dit, et je crois que ça lui a fait plaisir, qu'il n'était pas prophète dans son pays, mais il l'était aux États-Unis. Et c'est vrai que Legrand, il était l'égal de Jérôme Kern, il était l'égal de Cole Porter, il est l'égal de Berlin, et il était l'égal de Gershwin. Et maintenant, il a rejoint au paradis ses copains Francis Lemarque et puis Jacques Demy. Alors, Thierry, en tout état de cause, on peut chanter sous la pluie, on peut prendre le thé à minuit, mais vendredi, c'est pas beau à Paris. How do you lose yourself to someone and never lose your way? How do you not run out of new things? Tony Bennett. Voilà, Jean-François Copé, Laurent Alexandre. Chacun a présenté sa une. Vous avez toutes devant les yeux. Si vous étiez devant un kiosque, laquelle choisiriez-vous? On commence avec vous, Jean-François. Moi, je n'hésite pas. Ce que j'ai entendu à l'instant de votre histoire est tellement énorme que, bien sûr, la une sur les enfants placés en danger, on n'a qu'une envie, c'est de se dire, mais comment? Alors, pour le coup, là, 2 secondes, au-delà du sentiment personnel et de l'émotion, je crois qu'on est tous assommés, hein. Mais là, j'ai un moment de réflexe de mère. Et je me dis comment est-ce que on peut laisser passer ça?
Donc c'est après la deuxième réaction, évidemment, c'est que je me dis mais qu'est-ce qu'elle est devenue, quoi. Enfin, elle continue, elle en a accueilli d'autres. Elle est morte l'année dernière, mais en même temps, ces gens-là, il faut savoir qu'ils ont une retraite payée par l'État. On dit voilà, des gens supposés être des citoyens responsables qui utilisent cet argent public pour se comporter comme des monstres. Voilà, on est tous interpellés. Il faut tous regarder ça. Laurent, quelle une choisissez-vous? Michel Legrand, parce que je suis comme vous un fan. Très bien. Donc qui gagne, comme il y a deux invités? Pour moi, c'est la une de Monia. Rendez-vous après la pub pour Les Terriens du dimanche, l'émission qui vous permet de vous faire votre opinion. À tout de suite. Go down. Bonsoir les Terriens du dimanche, bienvenue dans l'émission qui vous aide à vous faire votre opinion. Ce soir, dans Les Terriens du dimanche, Jean-François Copé et le gourou de l'intelligence artificielle, Laurent Alexandre, sont nos premiers invités. Faut-il avoir peur de demain? C'est le dossier de la semaine. On changera de disque avec le livreur devenu rappeur, Cobb Johnson. Il nous interprétera son tube aux 18 millions de vues sur YouTube, Gilets jaunes. Puis j'accueillerai le très culte Bernard Ménez et aussi, bien sûr, Les Terriens de Tanguy Pastureau. Ce soir, face à Jean-François Copé et Laurent Alexandre, les 6 mercenaires. La grande rousse avec une veste blanche, Natacha Polony. Pour détourner un avion, il faut être dedans. Elle est là, Raquel Garrido. Elle est à la mode et elle taille des costards, Monia Cachemire. Tête à claque, tête de mule, mais surtout, tête bien faite, Franz-Olivier Gisbert. L'avocat qui se défend très bien lui-même, Gilles-William Goldnadel. La belle gueule qui ne compte pas la fermer, notre petit reporter, Pierre Licia. Et nos invités, donc, Jean-François Copé et le gourou de l'intelligence artificielle, Laurent Alexandre. Je rappelle vos slogans. Jean-François Copé, à force de côtoyer Nadine Morano et Rachida Dati, il a fini par se tourner vers l'intelligence artificielle. Vous avez aussi votre sampleur, Jean-François. Tous les matins, il achetait son petit pain au chocolat. Laurent Alexandre, je rappelle que vous êtes médecin essayiste. Votre slogan, l'homme qui veut la mort de la mort. Vous avez aussi votre sampleur. Technologic. Vous publiez L'intelligence artificielle va-t-elle aussi tuer la démocratie aux éditions Lattès. Mais l'intelligence artificielle, c'est quoi? Des machines, des algorithmes ou le cerveau humain dans le futur? En continuant à en parler dans notre dossier de la semaine. Faut-il avoir peur de demain? Pour poser les enjeux, l'édito de Blacko, Magnéto Serge. Quand on se demande ce que l'intelligence artificielle va changer dans nos vies, la réponse est simple. Tout! Tous les domaines de notre existence vont être bouleversés par l'intelligence artificielle. En effet, puisque les ordinateurs vont devenir beaucoup plus intelligents que nous, pourquoi ne pas leur confier les décisions les plus importantes de notre vie? Par exemple, le choix d'un conjoint. Voilà une décision importante. Alors, au lieu de draguer complètement ivre en boîte de nuit, pourquoi ne pas confier ce choix à un cerveau ultra puissant qui ne fait jamais d'erreur? Vous connaissez déjà Tinder, Adopte un mec ou Mythique, mais une application comme Ferramore permet carrément de comparer les ADN pour garantir une alchimie optimum entre les partenaires. Une fois votre conjoint choisi, l'IA vous aidera aussi à faire de beaux enfants. Au lieu d'utiliser l'ancienne méthode, vous confierez ça à un laboratoire. Fini la loterie génétique. L'IA permettra de choisir exactement l'enfant qui vous plaira. Et si vous tenez absolument à avoir un rapport sexuel, rien de tel qu'un love robot qui apprendra à satisfaire vos désirs sans jamais avoir la migraine.
Évidemment, tout ça n'est pas gratuit et il faudra être bien payé pour s'offrir cette nouvelle technologie. Le problème, c'est que l'IA pourrait vous piquer votre boulot. Au Japon, Uniqlo va remplacer 90% du personnel dans ses entrepôts par des robots intelligents. Avec la voiture autonome, plus besoin de taxi ou de routier, plus besoin de médecins, car l'IA fera de meilleurs diagnostics, plus besoin de journalistes non plus. Le Washington Post utilise déjà un robot qui a publié 850 articles. Même les présentateurs télé sont menacés. Bonjour à tous, bienvenue, il est 8h30 dans la matinale. En Chine, les infos sont annoncées par un présentateur virtuel qui bosse 24 heures sur 24. I look forward to bringing you the brand new news experiences. Bref, la liste de tout ce qui va changer avec l'intelligence artificielle est sans fin. Une chose est sûre, cependant, d'ici 2025, la Chine sera le leader mondial de cette technologie. Et comme l'intelligence artificielle va dominer le monde, on en déduit que la Chine régnera bientôt sur nos vies. Autant dire qu'il y a de quoi s'inquiéter pour l'avenir de la démocratie. Voilà, c'était l'édito de Blacko, mise en image de Julien Grapp. Alors, avant d'attaquer, quelle définition donneriez-vous de l'intelligence artificielle? L'intelligence artificielle, c'est un ensemble de techniques informatiques qui concurrencent le cerveau humain et qui ont la caractéristique d'être contrôlées par 10 entreprises sur Terre. Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft, et puis les Chinois, Baidu, Alibaba, Tencent, Xiaomi. Donc c'est une technologie ultra puissante qui est concentrée dans 2 clusters uniques que sont la Californie et la Chine, et l'Europe est absente du monde de l'intelligence artificielle. Bien. Alors l'intelligence artificielle pourrait bouleverser nos rapports amoureux, par exemple, notre santé, notre manière de travailler. D'abord l'amour. L'intelligence artificielle va-t-elle permettre de dénicher l'âme sœur, Monia? Surtout la question, c'est est-ce que demain, on va pouvoir tomber amoureux d'intelligence artificielle? Par exemple, au Japon, ils ont créé 2 logiciels qui s'appellent Rina et Rinko. Et aujourd'hui, les jeunes Japonais sont amoureux d'une intelligence artificielle avec laquelle ils peuvent chatter. Donc ma question, c'est est-ce que plus tard, quand j'aurai des enfants, mon enfant, sa première amoureuse va être une intelligence artificielle? Alors, l'université de Harvard et de Chicago, aux États-Unis, ont montré que quand un algorithme d'intelligence artificielle choisit notre partenaire sexuel, ça conduit à des mariages plus heureux et à une meilleure satisfaction dans le couple que quand on le choisit à l'église, au café, à l'université. Donc dès à présent, l'intelligence artificielle nous matche mieux, organise mieux nos relations sexuelles et amicales. C'est normal, parce que l'intelligence artificielle nous connaît mieux que nous nous connaissons nous-mêmes et peut organiser le lien. Et donc cette étude est passionnante, et au moment où Facebook va rentrer justement dans le marché de la rencontre, on voit à quel point les intelligences artificielles des géants du numérique vont organiser nos vies sexuelles, mais aussi vont organiser nos flux de gènes. Parce qu'en organisant les personnes avec qui on fait des bébés, on change la structure génétique mondiale. Donc on a déjà une influence très forte de l'intelligence artificielle sur la population et sur le brassage génétique et sur le brassage amoureux. Et ma deuxième question, c'est est-ce que l'intelligence artificielle va provoquer une nouvelle révolution sexuelle? Par exemple, la firme chinoise WM Dolls pimpe ses robots sexuels avec une intelligence artificielle. Donc les robots sont juste capables de bouger les yeux et de répondre avec 2-3 phrases un peu comme Siri. Par contre, il y a une autre entreprise qui s'appelle Realbotix. Eux, ils ont carrément créé un humanoïde qui s'appelle Harmony, et Harmony coûte 13 000 €. Et Harmony est capable de se souvenir de votre chanson préférée, de votre plat préféré, du nom de votre mère. Et par exemple, cette semaine, au Daily Star anglais, qui est un tabloïd, une personne qui s'est offert Harmony pour 13 000 € a dit qu'au bout de 2 semaines de relation avec Harmony, il envisageait carrément un mariage avec Harmony tellement il s'attachait. Alors personnellement, moi je suis un vieux con, un vieux jeu. Je pense que les relations sexuelles biologiques sont mieux que les relations... oui, mais ça existe, les gens sont... Enfin, oui, mais il y a plein de perversions. De mon point de vue, c'est une nouvelle forme de perversion. C'est pas la forme future de... Pour vous, c'est une perversion? Oh ben, c'est mieux d'être amoureux et de faire des bébés avec une femme qu'avec un robot sexuel. Quand on fait l'amour, on ne peut juste faire des bébés. Hein. Oui. Non, mais ce qui est sûr, c'est que par exemple, dans l'industrie du God, on va avoir des gods qui vont être non, mais là, les gens... optimisés par l'intelligence artificielle. C'est que l'intelligence artificielle va pouvoir mesurer les contractions du vagin en temps réel et optimiser la structure des vibrations. J'ai bien compris. C'est pas un sextoy, là. Pourrait optimiser les vibrations. Donc le God du futur entraînera un orgasme vaginal en 30 secondes. Je voudrais juste, je ne veux pas me mêler, vous avez une discussion assez intense sur le God. Intervenir à ce stade. Non, mais parce qu'il estime que c'est des godes alors que c'est une autre forme de sexualité. J'ai bien compris. Juste, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ça, c'est une partie du sujet.
l'intelligence artificielle est un monde qui est à la fois terrifiant, mais qui est en même temps passionnant. Rassurez-vous, on va tous les faire. On passe à la santé, là. Dans votre livre, on en apprend que dans la Silicon Valley, on prétend que la première personne qui va vivre 1000 ans est déjà née. Vous confirmez, Laurent? Oui, bien sûr. Voilà. C'est la raison pour laquelle Google, qui est le maître mondial de l'intelligence artificielle, a créé la société Calico, qui est destinée à nous rendre immortels, à euthanasier la mort. C'est l'un des grands fantasmes des milliardaires de l'intelligence artificielle en Chine et dans la Californie, de nous rendre tout puissants. Pas nous tous. Oui. Alors, bon, ce livre est passionnant et j'aime bien le titre. L'intelligence artificielle va-t-elle aussi tuer la démocratie? Comme si, évidemment, il était déjà acquis, et d'ailleurs ça l'est, qu'elle va tuer beaucoup d'emplois. On peut se poser quand même des questions sur le médecin, parce que déjà, on peut dire que les sites médicaux lui taillent des croupières, mais demain, avec l'intelligence artificielle, est-ce que le réflexe, ce ne sera pas tout de suite d'avoir quand on a quelque chose de grave, d'aller tout de suite vers l'intelligence artificielle qui répondra dans la seconde. Le grand spécialiste mondial de l'intelligence artificielle, le milliardaire chinois Kai-Fu Lee, a dit que lui, il n'était pas du tout inquiet pour les médecins, et il dit le médecin de demain, c'est pas lui qui fera le diagnostic, à partir de 2030, ce sera l'intelligence artificielle des géants du numérique chinois et californiens, et le médecin sera un tiers infirmière, explique-t-il, un tiers assistante sociale et un tiers technicien. Ouais. Et donc, il prévoit une déqualification du médecin et pas une disparition du médecin. Personnellement, en tant que chirurgien, je préférais un destin plus glorieux pour ma profession que celle que les Chinois après. Avec ça. Et pareil, juste un mot, pareil pour la chirurgie. Contrairement à ce qu'on pense, la robotique chirurgicale, elle n'est pas aussi avancée que ça. Les robots chirurgicaux dont on parle, ce sont des bras télémanipulés. Ils ne perdent pas tout seuls. Donc là-dessus, il y a un hype médiatique. En réalité, c'est le chirurgien qui est derrière la console et qui tient vraiment les manettes. Jean-François. Il y a quelque chose de très intéressant, c'est que la lettre aux Français, qui par ailleurs est intéressante, du président Macron, le mot intelligence artificielle n'est pas prononcé, alors que ce sujet est à mes yeux une invention qui est une transformation complète, qui structure ce 21e siècle, comme en d'autres temps, l'électricité, la vapeur, l'imprimerie un peu avant, le feu du temps de la préhistoire ont structuré et transformé l'humanité. Et je voudrais juste dire une chose. À la question que vous posiez sur le rôle des médecins, des chirurgiens, et que sera l'avenir de la santé, la conclusion de notre livre, c'est de dire le gagnant, ce sera l'affect. Lorsque l'intelligence artificielle permettra de donner à quasiment 100% le résultat d'un diagnostic, et qu'on se trouve en tant que patient face à choisir son praticien, on va prendre le plus humain, le plus sympa, le plus attentif, pas forcément le plus technique. Et donc, c'est quelque part une ode aussi à l'humanité, parce que d'une certaine manière, la machine, intelligence artificielle, elle est d'abord là pour accompagner l'homme. Et à ceux qui disent le robot va remplacer l'homme, ben non. Le robot, son seul sens, c'est d'être là parce qu'il y a des hommes, parce que c'est les hommes qui créent les robots, et pas l'inverse. Alors, avant de passer à la suite, vous avez une question, Pierre? Une question, parce que vous avez dit quelque chose de très intéressant, vous avez parlé de la société Calico. Calico, c'est une société donc créée par Google en 2013, dont l'objectif avoué, affiché, c'est justement la mort de la mort. C'est un peu votre simpleur, c'est de tuer la mort. Comment ça se passe concrètement? Les géants de l'intelligence artificielle ont plusieurs stratégies. Facebook a aussi une stratégie très offensive. Mark Zuckerberg s'est engagé à éradiquer toutes les maladies humaines, la totalité des maladies humaines d'ici 2099. Même la connerie? Grâce à la connerie n'est pas au programme pour l'instant, hélas. Et grâce à sa fondation, il a déjà mis plusieurs milliards sur le sujet. Et en utilisant l'intelligence artificielle, il compte développer des nouvelles techniques médicales permettant d'éradiquer au XXIe siècle la maladie. Donc c'est intéressant parce qu'on voit bien que le pouvoir des géants de l'intelligence artificielle, il n'est pas qu'à l'informatique, c'est pas uniquement le contrôle de nos téléphones, c'est aussi en biologie, la conquête de l'espace. L'homme le plus riche du monde, Bezos, le propriétaire d'Amazon, il a un programme gigantesque spatial. Il est en train d'investir une grosse partie de sa fortune pour développer ces fusées Blue Origin qui sont destinées à coloniser le système solaire. Donc, à partir des industries de l'intelligence artificielle, toutes les technologies du futur sur la lutte contre la mort, la génétique, les nanotechnologies, l'espace sont en train de se structurer. En réalité, la concentration du pouvoir financier, technologique est considérable aujourd'hui autour de quelques entreprises qui maîtrisent toutes les techniques de demain. Mais c'est bien sans doute ça le problème. C'est-à-dire que ce n'est pas l'intelligence artificielle qui va tuer la démocratie, c'est le capitalisme californien. C'est-à-dire ce n'est pas... Les Chinois. Mais justement, venons-y. Comment ça s'est formé? D'un côté, on a le modèle américain, qui est un modèle de capitalisme qui repose à la fois quand même sur une aide de l'État, parce que c'est Internet
qui a été pensée par l'armée américaine, qui a permis à ces boîtes d'exister. Et après, elles réussissent sur un système d'optimisation fiscale et en estimant que l'État n'est pas optimal et que leur décision... Mais bien sûr, avec du talent aussi. Mais que leur décision prévaut et qu'en gros, la démocratie, ça ne marche pas. Eux, ils savent où il faut mettre l'argent. Puisque c'est ça que vous racontez. Google décide, je vais mettre de l'argent pour tuer la mort parce que l'État n'est pas efficace pour faire ça. Et en face, on a le modèle chinois, la négation absolue de la démocratie, où là, on a un modèle hyper subventionné. C'est ça qui va tuer la démocratie. Pourquoi ? Parce qu'en face, on a l'Europe. Et que l'Europe, si elle servait à quelque chose, ce serait à nous donner à nous une forme de souveraineté face à ça. Or, la France utilise pour son renseignement, pour la DGSE, Palantir, qui est une boîte de captation de données américaine. Contrôlée par la CIA. Voilà, contrôlée par la CIA. L'éducation nationale laisse rentrer Google et Apple dans les écoles pour capter les données des on n'a pas le choix, il n'y a pas d'acteur européen. Voilà. Et donc, ça veut dire que la démocratie sera sauvée par des investissements massifs et par une politique. C'est exactement la thèse que je défends, c'est-à-dire qu'effectivement, Laurent Alexandre a raison, sauf si on est capable, nous, par exemple, d'imaginer un cloud européen. Il est délirant que nos entreprises et les particuliers, d'ailleurs, on donne toutes nos données les plus personnelles au cloud de Google, alors qu'on pourrait parfaitement imaginer un cloud européen. Il est délirant qu'on ait des opérateurs téléphoniques, vous vous rendez compte qu'on en a 105 en Europe, 105, il y en a 3 aux États-Unis, 105, et que si simplement on organisait leur regroupement, leur synergie, on serait capable au moins de maîtriser le contenu. Or, ce qui est extraordinaire, c'est que sur ces sujets où on a des spécialistes remarquables qui l'expliquent à longueur de livre, d'émissions, et on est tous là à dire c'est passionnant, on a de l'autre côté une société politique tellement prise à cause de la démocratie, et grâce à la démocratie, dans une espèce d'immédiateté de l'actualité, qu'elle n'a plus le temps de poser sur la table avec ses concitoyens ces sujets qui sont majeurs. Alors voilà, bon, on a vu l'amour, on a vu la santé, maintenant on revient sur quelque chose de très concret, c'est le travail. Dans votre livre, vous écrivez que l'intelligence artificielle va produire de plus en plus de gilets jaunes. Expliquez-nous. On voit bien que dans tous les pays du monde, les gens pas très diplômés ont de plus en plus de difficultés sur le marché du travail. Aux États-Unis, les gens non diplômés, leur espérance de vie baisse depuis maintenant 3 ans et demi. Ça commence en Angleterre. Donc globalement, les gens pas très diplômés voient leurs revenus plutôt baisser, et puis les gens très fortement diplômés et qui maîtrisent bien les technologies dont on parle là, gagnent de plus en plus. C'est vrai que c'est un choc de voir qu'il y a maintenant chez Google des bonus à 100 millions de dollars. C'est un choc de voir qu'il y a des gens payés des dizaines de millions de dollars par an, indépendamment des bonus. On a une explosion des inégalités entre ceux qui maîtrisent très bien ces technologies-là et celles qui ne les maîtrisent pas. C'est ce qui avait fait dire à Harari, l'homme d'Homo Deus et de Sapiens, nous rentrons dans l'ère des dieux et des inutiles, les dieux qui comprennent et qui maîtrisent l'intelligence artificielle et qui vont devenir richissimes, et les inutiles qui ne comprennent pas l'intelligence artificielle, qui n'ont pas été bien formés par l'école et qui sont largués et qui deviennent des gilets jaunes, c'est-à-dire des gens malheureux, abandonnés et qui ne trouvent pas leur place dans leur société. Jean-François. Moi, mon point par rapport à ça, il est de pouvoir être présent aux côtés d'un scientifique en tant que responsable politique en disant mais oh, on est dingo ou quoi? On va continuer de parler de la proportionnelle, de l'interdiction pour les maires d'être députés et puis je ne sais encore de quoi, alors que pendant ce temps-là, on ne parle pas avec les Français d'un sujet qui les engage, qui engage l'avenir de nos enfants et qui est majeur. Et donc je crois qu'en fait, le problème n'est pas de savoir si ça existe ou ça n'existe pas, c'est là. C'est un atout, ça peut être un danger, à nous de jouer. Très bien. Natacha. J'ai l'impression, en vous écoutant, Laurent Alexandre, que vous avez une forme de fascination pour tout ce que se permet la Chine et qui, en effet, semble délirant parce qu'ils vont dépasser tout le monde. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a aucune barrière morale. Et donc, j'ai l'impression qu'il y a une espèce de discours qui consiste à dire finalement la démocratie n'est pas efficace parce qu'on pinaille sur la préservation des droits, sur la préservation de la liberté de chacun et tout, au lieu de foncer dans cette intelligence artificielle qui est tellement merveilleuse. Alors, est-ce qu'il ne faudrait pas prendre le problème différemment et se dire, en effet, ils se permettent tout? La question, c'est comment on répond en face. Comment on construit des structures, sachant que j'y reviens, l'Union européenne, par exemple, nous interdit de construire des géants. Puisqu'à chaque fois, c'est cassé. Regardez Siemens avec Alstom. Donc, comment on fait pour, tout simplement, construire ces géants, permettre
à l'Europe de faire valoir sa vision des choses, qui doit être morale et qui doit être régulée par le politique, c'est-à-dire par nous tous, pour décider ce qu'on accepte. Moi, j'ai jamais été fasciné par le système chinois, et dans le bouquin, je ne cesse de dire que la progression absolument incroyable de la science et de la technologie chinoise me désole. Parce qu'effectivement, si la Chine, qui n'est pas démocratique, devenait la première puissance mondiale, ce serait très inquiétant. Vous connaissez tous le système du passeport social, c'est-à-dire les caméras de surveillance branchées sur l'intelligence artificielle chinoise. Il y en a déjà 200 millions, bientôt 1 milliard. Surveillent ce que font le milliard 300 millions de Chinois. Les gens ont des mauvais points et l'intelligence artificielle après vous bloque. Par exemple, il y a 4 millions de Chinois qui ne peuvent plus prendre le train et l'avion parce que l'intelligence artificielle leur a trop enlevé de points sur leur passeport électronique. Et donc, chaque fois qu'ils crachent dans la rue, qu'ils passent au feu rouge, que sur leur téléphone, ils ont dit du mal du parti, ils perdent des points, et après, on leur bloque l'accès au transport. Donc, c'est pas du tout mon modèle de société. Mais on est dans une situation où l'Europe s'est fait larguer à la fois par la Silicon Valley, par l'Amérique, et maintenant, elle se fait larguer par la Chine. Donc, elle n'a plus son mot à dire, elle est vassalisée technologiquement, elle n'investit pas dans la technologie, elle était extrêmement puissante dans les téléphones portables, vous le savez bien, Nokia était leader mondial des téléphones portables il y a seulement 11 ans. On est passé de numéro 1 mondial à numéro 0 en 11 ans. On a disparu. On a vendu des brevets dans des LBO qui ont été favorisés on a par les perdu gouvernements. complètement notre leadership. Nous n'investissons pas assez en recherche. Par rapport à ce qu'investit la Chine et les États-Unis en intelligence artificielle, on est nul. Donc il faut effectivement, au niveau de la France, et puis au niveau de l'Europe, qu'il y a une prise de conscience de la gravité de notre retard, qu'on se mette à bosser, que la régulation soit moins conne, parce qu'effectivement, on voit bien que, on le voit sur le chemin de fer, l'Europe refuse la création de géants, et il va bien falloir qu'on crée des entreprises de la taille des géants californiens et chinois si on veut exister, parce que c'est pas avec des petites start-up minables qu'on va concurrencer les géants de l'intelligence artificielle. Un enjeu de souveraineté, c'est-à-dire qu'il faudrait que nos politiques comprennent que nous avons besoin d'être indépendants et de ne pas être des colonies. On a laissé partir des entreprises qui avaient des milliers de brevets parce qu'on s'en fout et qu'on considère que c'est la mondialisation et que c'est pas grave si c'est racheté. Alors c'est vrai, et puis aussi parce que la recherche laisse peu de place à la recherche privée telle qu'elle est conçue et que vous avez énormément de chercheurs qui sont rachetés aujourd'hui à prix d'or aux États-Unis et qui nous quittent, et nous on est là à pleurnicher en disant quelle horreur, mais continuons de faire payer les riches. Moyennant quoi, effectivement, on est en contradiction permanente. Je pense qu'il faut absolument que nos chercheurs en France comme en Europe soient beaucoup mieux considérés qu'ils ne le sont. Payés, mais même considérés globalement. Aujourd'hui, on voit bien qu'ils sont cantonnés, qu'il y a du coup, pour beaucoup d'entre eux, une situation de frustration, et que celle-ci se traduit, même s'ils sont patriotes, par le moment où, ayant été formés en France dans de très bonnes écoles, ils partent aux États-Unis, et c'est trop tard. Bien. Dernière question. Laurent Alexandre, Jean-François Copé, c'est mort, non? Sauf si. Sauf si quoi? Non, sinon... Jean-François, sauf si quoi? Sauf si on arrête de déconner. Le directeur général du CNRS a révélé que les chercheurs du CNRS et de l'INRIA en intelligence artificielle sont payés 3 000 € bruts par mois quand ils sont Bac+11. Les mêmes sont embauchés $1 million par an chez Google. Si on continue à mépriser les chercheurs, si on continue à ne pas investir dans les technologies d'avenir, on va complètement... Dans l'égalitarisme ambiant, où tout le monde doit gagner pareil dans ce pays, vous comprenez bien que les mecs, ils vont continuer à partir en Californie. Et si les bons chercheurs continuent à se tailler, ce sera dramatique. Mais c'est dramatique. Et nous ne récupérerons pas de position technologique. Jusqu'au jour. Sauf si quoi? Sauf s'il y a un jour un homme ou une femme courageux qui se lève et qui dit « Maintenant, ça suffit. Si on en finissait avec nos contradictions, moi, je proposerais à ce moment-là que l'on imagine un projet dans lequel chaque personne est importante, où on passe pas sa vie à chercher des boucs émissaires, à pointer du doigt les gens. C'est pas l'esprit du temps, c'est pas l'esprit du pays, malheureusement. Écoutez, de manière générale, l'égalitarisme a pour première origine le fait que beaucoup trop de gens dans ce pays ne parviennent pas à mieux gagner leur vie parmi les plus modestes, parce qu'on leur a mis des plafonds de verre sur la tête. Ils peuvent pas travailler au-delà d'un certain âge. Ils peuvent pas travailler au nombre d'un certain heure. Ils peuvent pas gagner plus en faisant plusieurs métiers à la fois. Dès qu'il y en a un qui réussit un peu mieux, les autres se disent pourquoi moi j'y arrive pas. Alors que dans d'autres pays, on leur dit allez-y. Merci beaucoup. Voilà, c'était le dossier de la semaine. Il est l'heure de changer de disque avec Cobb Johnson. Le livreur devenu rappeur fait sensation avec son tube au 18
millions de vues sur YouTube. Gilet jaune, ça s'appelle. Gilet jauné. Gilet jauni. Il a entraîné Pierre Licia, notre petit reporter, dans son sillon. Magnéto, Serge. Les Gilets jaunes ont changé sa vie. Il était chauffeur-livreur. Aujourd'hui, il est chanteur. Je retrouve tout de suite Cobb Johnson, là où il enregistre son prochain titre. Gilet jaune, moi gilet jaune, demain les gilets jaunes, faut danser petit. Gilet jaune, c'est 18 millions de vues sur YouTube, c'est ça? Ouais, c'est ça. Tu sais que Thierry Ardisson, il est fan de Gilets jaunes? Sérieux? Ouais. Tu peux nous faire une démo juste pour lui? Pas de soucis. Je vais mettre mon gilet. Ça va envoyer du lourd, là. J'ai voulu mettre l'essence, j'ai payé les taxes. C'est trop cher. Faut cotiser par-ci, faut cotiser par-là. Y'en a marre, je vais manifester, donc je mets mon gilet jaune. Mon gilet jaune. Bon alors Cop, ici on est dans ton ancien lieu de travail. Ouais, exact. Tu faisais quoi avant? Chauffeur-livreur. Comment ça s'est passé le jour où t'as écrit cette chanson? Bah j'étais dans mon camion, et en face de moi il y avait un gilet jaune. Enfin, il y avait un blocus. Je me suis arrêté comme ça. Et en fait, il m'a bloqué au moins 45 minutes. J'ai pris mon portable comme ça. Gilet jaune, donc force à eux. Gilet jaune. Ah, bah gilet jaune. Bah gilet jaune. Bah gilet jaune. Ah, bah gilet jaune. Je sens qu'il y a un petit engouement là. Et pourquoi gilet jauné? Parce que c'est l'accent du bled. Le Congo-Brazza. Gilet jaune. Ton nom c'est Cobb Johnson? Ouais. Cobb Johnson. Johnson, c'est pour le côté américain, pour donner un petit style. Plutôt West Coast ou East Coast? Moi, je suis Ouest, moi. Sud-Ouest. Sud-Ouest Coast. Je suis dans le Sud-Ouest Coast, ouais, à Toulouse. Exactement. Et du coup, ta vie, elle a complètement changé depuis la chanson? Ouais, elle a changé. Quand j'ai vu les célébrités comme Booba, comme les joueurs du PSG, partager, dire gilet jaune, là, j'ai compris que vraiment, j'ai touché. J'ai pas voulu faire du buzz, c'est un délire. C'est venu d'un coup et donc ça a fait ce que ça a fait. C'est pas de ma faute, on va dire. C'est parce que j'ai un talent, on va dire. Bravo Pierre. Il est sympa ce mec. Il est génial. Sympa. Moi je me suis éclaté en rencontrant. Alors, en fait, Cobb Johnson, c'est un peu le rêve américain à la sauce gilet jaune. C'est-à-dire qu'il a 25 ans, il est d'origine congolaise, il a grandi à Toulouse dans la cité du Mirail, qu'on connaît bien. Il a commencé à chanter il y a 5 ans avec une bande de potes. Il était chauffeur-livreur, il a démissionné au mois de décembre dernier pour se consacrer exclusivement à sa passion et à sa carrière de chanteur. Alors il est hyper discret sur ce que lui a rapporté ce qui est devenu un tube, Gilet jauné. Il dit que c'est plutôt satisfaisant, même si ça ne lui permet pas de faire vivre... YouTube, il garde le pognon de nourrir pour, une famille. Ouais. Donc, en tout cas, il n'a pas prévu de s'arrêter là. Il a même enregistré son prochain titre. Et je crois même qu'il va venir tout à l'heure... À la fin de l'émission, Cobb Johnson va faire sa première télé dans Les Terriens du dimanche. Voilà, il sera là pour nous interpréter Gilet jauné. Gilet jaune, moi gilet jaune, demain les gilets jaunes, faut danser petit. Gilet jaune. Jean-François, Laurent, merci d'avoir été avec nous. C'est passionnant, c'est vraiment passionnant. Quand on voit les problèmes qui occupent les Français aujourd'hui, qui sont légitimes, mais qu'on vous entend, on se dit qu'on est mal barré quand même. Voilà, votre clip s'appelle L'intelligence artificielle. Va-t-elle aussi tuer la démocratie? C'est des éditions Jean-Claude Lattès. Et nous, on se retrouve après la pub avec le très culte Bernard Ménez. À tout de suite. Rebonsoir les terriens du dimanche, bienvenue dans l'émission qui vous aide à vous faire votre opinion. Toujours en compagnie des 6 mercenaires, Natacha Polony. Raquel Garrido. Les Raquel du samedi, du bleu sur les paupières, tourne aussi. Attention. Mais là-bas, près du comptoir, en bois, nous on dansera. On est là pour voir un coup, on est là pour
J'adore. Attention, Monia Cachemire. Je suis snob. C'est vraiment le seul défaut que je donne. Franz-Olivier Gisbert. Gilles William Golnadel. Est-ce que une fois, à titre exceptionnel, on pourrait m'épargner cette connerie et en hommage à Michel Legrand me mettre un peu quelque chose de plus jazzy? Je ne pourrai jamais vivre sans toi. Je ne pourrai pas ne pas, j'en mourrai. Je te cacherai et je te garderai. Mais mon amour, ne me quitte pas. Oh là 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 là. C'est quand même autre chose, hein. Ah oui, et notre petit reporter, Pierre Lissa. Et maintenant, c'est l'heure du zapping des terriens. Vous êtes prêts? Ouais. Donc, je vais vous montrer des images, vous dites ce que vous en pensez. Chaque semaine, je dis la même chose. C'est tout con. Et chaque semaine, c'est tout con. Attention, Magnéto Serge. Il n'y aura pas de retour en arrière, Franz. Là, on est quand même dans un siècle ou deux, hein, parce que cette histoire sera longue. Là, mais si ça continue comme ça, c'est sûr que ça va être atroce. Mais ça a beaucoup de liens avec la discussion qu'on vient d'avoir sur l'intelligence artificielle. Parce que s'il y a des ultramilliardaires aujourd'hui qui cherchent à finalement quitter la Terre pour aller sur... Mélange pas ça, là. Non, mélange mais bien pas. sûr que si. Vous ne comprenez pas qu'il y a les choses dans la même temporalité. Les gens, ils ont fait leur croix sur la planète Terre. Certains milliardaires ont fait leur croix sur notre planète. C'est la connerie générale, le court-termisme. C'est complotiste, un peu, quand même. Mais c'est logique. Moi, de si dire j'étais que à les leur place... milliardaires veulent aller habiter sur Mars et qu'ils bousillent la Terre, c'est un peu complotiste, quand même. Laurent Alexandre nous a expliqué comment Bezos avait investi une partie importante de sa fortune dans le fait de pouvoir partir et coloniser d'autres. C'est une réalité, j'invente rien. Tu peux pas dire ça, mais c'est pas le sujet, t'as pas le droit. Enfin, je veux dire, on peut pas expliquer tout par des complots, par des... C'est pas un complot. C'est une espèce je te dis qu'il y en a qui ont fait une croix et nous, on peut pas faire une croix sur notre planète. C'est un mouvement mondial, il faut se dresser contre ça. Ok, alors une fois qu'on a dit ça... Rien. Eh ben si, on écoute Natacha Polony. Ah oui. La seule chose sur laquelle je peux suivre Raquel, c'est que l'intelligence artificielle, c'est quoi? Ce sont des données qui sont stockées dans des énormes centres qui consomment une énergie absolument énorme. C'est vrai. Donc ça génère une pollution absolument Enfin, ça explique pas, non, mais... Non, mais, pardon, j'ai pas dit que ça expliquait, ne sois pas simpliste. Il y a aujourd'hui des sources de pollution absolument multiples, et en effet, la modernité, le numérique, provoque aussi de la pollution. On peut s'accorder sur le fait qu'il fait très chaud en Australie. Oui. Voilà. On peut s'accorder. Merci, voilà. William. Non, mais j'essaye d'être consensuel. Direction l'Inde, Magnéto Serge. Et voilà, alors là, c'est bien. L'Inde, on parle toujours de la Chine, mais on parle très peu de l'Inde, c'est un modèle. Vous savez très bien qu'économiquement, l'Inde, si on regarde bien les chiffres, elle va doubler. C'est possible, enfin, toujours les statistiques sont toujours sujettes à caution, mais l'Inde va peut-être doubler la Chine d'ici 10-20 ans. Bon, c'est un pays extrêmement inventif, et il se passe des choses merveilleuses pour les végétariens notamment. Bien sûr. Hein, puisque, ah bah non, on n'a plus le droit de bouffer de viande, de bovins, de tuer des bovins. Et puis, d'autre part, toutes ces mesures-là, ça montre... Et pourquoi on ne fait pas ça en France aussi?
Hein, je trouve que, voilà, c'est la réponse à l'Australie. Voilà, et là, on a des gens, le président Modi, le président indien, il s'appelle Modi. Non, le président Modi, c'est le nôtre. Non. Le président MODI, lui, il prend toutes sortes de mesures qui vont dans le bon sens. Vous êtes bien obligé de le reconnaître. Bien. Direction l'Australie, Serge. William. Ah non, mais moi j'ai toujours un string sous mon jean pour pas qu'on voit les marques. C'est très important. Ça existe depuis toujours. Hein. Ah bon? Donc après Corbière, en plus de son équipement, parce qu'il a des seins. Je pense que la sexualité entre Alexis et moi, du soutien-gorge de Corbière. Le sujet de conversation. Mais non, on veut savoir, on a le droit à la vérité. Le pauvre Alexis ne peut pas mettre des nuisettes comme moi, parce qu'évidemment, ça fait comme un... oui, bien sûr. Très bien. Ah, maintenant, on part en Chine, Serge. Alors voilà. Il faut dire qu'avec ce monde digital, la seule chose qui contraste, c'est la déclaration des doigts de l'homme. Vous achèteriez ça? D'ailleurs, digital, tu as vu que ça veut dire doigt. Ouais. En France, les Américains utilisent le mot digital pour parler du numérique. Quand tu parles en anglais, j'adore. Et les Français n'arrêtent pas d'utiliser le mot digital pour dire numérique, alors que digital, ça veut dire relatif au doigt. Ouais. Natacha, ça vous plairait d'avoir un doigt comme ça? Je parle d'un doigt parce que... Ça dépend. Non, mais vous laissez mal journée. Pour me servir de mon téléphone. Je sais pas, peut-être d'autres choses, non? Direction le Kazakhstan. One in the hand, one in the bag, bubbling. Look at the cash coming in. One in the hand, one in the bag, bubbling. One in the hand, one in the bag, bubbling. Look at the cash bubbling. Look at the cash bubbling. One in the hand, one in the hand, one in the hand, one in the bag, bubbling. Look at the cash bubbling. Look at the cash bubbling. Je crois que je vais appeler Bezos et je vais lui dire je vais changer de planète. Je vais changer de planète. Non mais c'est quand même le comble de la bêtise Tu humaine. m'étonnes que l'intelligence artificielle, elle nous bat. Obscène, je trouve, c'est de jouer avec la nourriture. Moi, je sais pas, j'ai ce avec la nourriture, la bière. Avec la nourriture, la bière, bah oui. Parce que tu peux noyer tous les gamins qui regardent ça. Il faut, attends, pardonnez-moi, mais les ados à la maison, ne faites pas ça. Tu parles à tes enfants là? Le premier qui fait ça, ouais. Non, parce que les miens ne le font pas. Non, mais ça me hérisse le poil. Parce que, t'as vu, il y a des abrutis, ils vont se noyer comme ça. Non, mais surtout, s'ils meurent, on pourra dire que la mise en bière a déjà été faite. Ouais, très bien. Ce qui est incroyable, c'est quand même qu'il y a actuellement un renouveau des bières de qualité. Il y a partout en France des micro-brasseries, même dans Paris, des gens qui brassent de la bière. Dans le Nord, il y a des boîtes formidables qui font un boulot de dingue pour apprendre que la bière, c'est un produit qui est bon, c'est un produit qui peut être d'une qualité incroyable avec des goûts de dingue. Et là, on a juste, voilà. C'est trop mignon. Elle arrive toujours à parler de tu sais quoi? Je pense que Jean-Pierre Coff, c'est incroyable. C'est réincarné, Jean-Pierre Coff. C'est réincarné en Natacha Polony. Il y a des bonnes petites brasseries qui font des bonnes petites bières. Des bières avec du Elle a tout à fait raison. Ce ne sont que des petits artisans qui font ça. Bon, il y a des grosses boîtes. Ah, c'est Jean-Pierre Perdon, là, plutôt. Non, là, on est passé Jean-Pierre Coff à Jean-Pierre Perdon. Il y a des grosses boîtes aux États-Unis. Des petits artisans. Comme Jacques Strauss, etc. Mais en France, il y en a partout. Mais non. Les mecs qui veulent juste se bourrer la gueule. Bon, alors maintenant, mesdames, messieurs. Non, mais je voulais simplement faire remarquer, tu peux leur mettre n'importe quoi. N'importe quoi. Il y en a une qui va parler du capitalisme et l'autre de la bouffe. Quoi qu'il arrive. Et toi de l'islam. De l'immigration. Et je dis on va pas parler d'islam aujourd'hui. Ce soir,
ce soir sur l'immigration, sur l'islam. Je vous prends un témoin. Attends, l'émission n'est pas finie. Mais je n'ai pas dit mon dernier mot. Voilà, c'était le zapping des terriens. Et maintenant, j'accueille notre nouvel invité, c'est le très culte Bernard Ménez. Ça va Bernard? Ça a été l'escalier, vous êtes alerte, hein? Ah ben, j'ai fait deux heures de tennis cet après-midi. Hein. Ah ben dis donc, ouais. toujours la patate. Alors vous avez un slogan, l'homme qui a vendu plus de disques que Michael Jackson en France. J'ai été numéro 1 au top 50 en mars 84, devant Michael Jackson en France. Et vous avez un sampleur, comme tout le monde. Sur mon poupée, jolie poupée. Pour pas pleurer, après l'alcool, notre ami, vivons à 90 degrés. Pas t'affoler, je veux pas te saouler, bien que tu sois une jolie poupée. Jolie poupée. Sur mon il est culte. Il est culte. Alors, avant de commencer, on va voir votre portrait par Blacko. Magnéto, Serge. 1944. Bernard Ménez naît à Mailly-le-Château, dans l'Yonne, mais il grandira à La Garenne-Colombe, près de Paris. Son père, simple facteur, lui paye des études dans un lycée privé à Neuilly. Bernard fait du théâtre pour vaincre sa timidité et poursuit de brillantes études scientifiques. À 20 ans, il est admis à Normal Sup, mais il préfère se consacrer au théâtre. Après quelques années de galère où il vit en donnant des cours de maths, Bernard décide de refaire sa vie au Canada. 1969, alors qu'il vient d'acheter son billet pour Montréal, Bernard décroche son premier rôle au cinéma dans un film de Jacques Rosier. Truffaut le repère et lui offre un rôle dans La Nuit américaine. En 1973, il tourne Pleure pas la bouche pleine avec Pascal Thomas, dont il deviendra l'acteur fétiche. Il devient aussi un pilier du théâtre de boulevard où il enchaîne les succès. Formidable. 1983. C'est l'année de son tube. jolie poupée. Avec 700 000 exemplaires vendus, Bernard dépasse Michael Jackson au hit parade. Le problème, c'est que son image en prend un coup et qu'on lui propose moins de rôles au cinéma. En 86, il tourne de nouveau avec Jacques Rosier dans Maine Océan qui obtient le prix Jean Vigo. En 91, il est même engagé à la Comédie Française, mais les autres comédiens le snobent, alors il démissionne au bout de 6 mois. En 2002, Bernard Ménez se présente aux législatives dans son quartier du 15e arrondissement face à Balladur et Hidalgo. Tous ces politiciens et tous ces hauts fonctionnaires qui cumulent les stock options, les parachutes dorés quand ils quittent une place pour passer dans une autre, tout ça, c'est nous qui le payons. Sa candidature, censée dépasser le clivage droite-gauche, recueille 2,8% des voix. Il obtient 1,3% des voix aux européennes de 2004, puis 0,3% aux législatives de 2007. Si les électeurs le rejettent, en revanche, de jeunes réalisateurs le réclament. Et il décroche à nouveau le prix Jean Vigo en 2013 pour un court-métrage de Yann Lequelec. 2019, Bernard Ménez est devenu un acteur culte. Pas étonnant qu'il soit chez Ardisson pour parler du nouveau film qu'il vient de tourner avec Pascal Thomas. Voilà, merci à Stéphane Blakowski. Et oui, Bernard Ménez est à l'affiche de À cause des filles, la nouvelle comédie de Pascal Thomas, avec un casting 5 étoiles, Rossi de Palma, Audrey Fleurot, José Garcia, Frédéric François Morel, Becbédé. Pierre Richard, Barbara Schulz. Enfin, c'est un film. Il y a du monde, hein. Choral, oui, on est très nombreux. Alors l'histoire, c'est un mariage qui tourne au fiasco, puisque le marié, joué par Frédéric Becbédé, s'est enfui de la cérémonie. Et à partir de ce moment-là, en fait, les invités dont vous faites partie vont tous raconter une anecdote sur l'éternelle inconstance des relations amoureuses. C'est un film qui regorge de scénettes cocasses. C'est très drôle, hein, vraiment. Ce que je veux dire simplement, c'est que, aux différences des autres, personnellement, j'ai la chance de jouer 2 rôles dans ce film. Ouais. C'est-à-dire le mien et ma sœur jumelle. Voilà. Bon, on va en parler. Alors, on va en parler. voilà. Bon, d'abord, on va regarder la bande-annonce. Magnéto, Serge. C'est parfois tellement mystérieux, l'amour. Ça peut être bien plus étrange que vous ne le pensez.
En amour, la seule chose qui compte, c'est le coup de foudre. C'est un monde, c'est un univers, c'est une chimère, c'est un être mythologique. C'est chaud. On drague, on met parfois un moment à séduire l'autre. Patatras, on se rend compte que c'était pas notre job. Ça doit être encore une de ces blagues. On va le retrouver au restaurant, vous inquiétez pas. Alors Bernard Ménès, pour les cinéphiles, vous êtes quand même celui qui a joué le rôle d'un accessoiriste dans le cultissime La Nuit américaine de François Truffaut. Donc La Nuit américaine, ça donne ça. La musique de Georges Delerue. Ouais. Avec Mais aussi pour les cinéphiles, vous êtes celui qui a joué dans un épisode de Sous le Soleil. Et Sous le Soleil, ça donne ça. J'étais pas récurrent, hein. J'étais de passage avec un rôle assez marrant. Ouais, important. Et dans le film, il y a une scène assez marrante et culte, c'est celle où vous travestissez, où vous habillez en femme. Alors nous, on connaissait Robbie Williams ou Dustin Hoffman qui avaient osé jouer le rôle de femme. Moi, je voulais savoir comment on se prépare à jouer le rôle d'une femme. Ah, il m'a déjà fait jouer ça. C'est-à-dire que dans un film qui s'appelle Un oursin dans la poche, qui malheureusement n'a pas eu un gros succès, mais qui, à mon sens, est un très très bon film de Pascal Thomas. Je jouais un des deux rôles principaux, le rôle d'un milliardaire, ça va pas vous plaire ça, d'un rôle d'un milliardaire qui... Ah, c'est à vous que ça plaît pas. Ouais, à moi non plus. Et qui montait des spectacles avec son argent et tout. Et vous savez que les richissimes, les milliardaires sont les plus radins. Et alors, pour ne pas payer un petit rôle d'une femme, il accepte de se déguiser en femme. Et je me retrouve en Marissa Berenson dans le film Un oursin dans la poche. Je vous garantis que ça vaut le coup de le voir. Dans le film, il y a un moment assez croustillant où on explique à votre alter ego féminin ce qu'est le cunnilingus. Voilà. Alors, est-ce que vous savez ce que c'est ? Je suis quand même, j'ai un certain âge, une certaine expérience de la vie. Oui, mais c'est vrai que dans ma sœur jumelle que je joue, comme c'est une cato coincée, le cunnilingus, c'est pas son truc. Elle sait même pas ce que c'est. Et quand on lui fait taper ça à la machine et qu'on lui explique dans l'oreille ce que c'est, elle est outrée, elle fout le camp. Mais le film est truffé de scènes de vie, de couple qui parlent à tous. D'ailleurs, je voulais vous demander si, comme dans le film, vous avez par exemple déjà fantasmé sur une prof. Alors moi, je m'appelle pas Macron, hein, donc on peut pas. Non, mais voilà. D'abord, j'étais dans un lycée de jésuites qui s'appelait Sainte-Croix de Neuilly. Et donc, il n'y avait pas de profs les profs femmes dans les lycées jésuites de l'époque, non. Est-ce que, comme dans le film, vous avez déjà été ligoté avec votre maîtresse ? Non plus, mais c'est... Donc c'est vraiment du cinéma, en fait. Oui, c'est du cinéma, voilà. C'est un film qui ne raconte que des situations qui n'arrivent à personne, en fait. Alors, revenons à votre engagement politique. Vous avez déclaré en 2006 « Je paie énormément d'impôts, malheureusement, cet argent est mal employé ». Voilà. Est-ce que vous diriez encore la même chose aujourd'hui ? Plus que jamais. Plus que jamais. En fait, ce qu'on gagne, ça dépend des niveaux et tout. Souvent, on en reverse à peu près 80%. Il nous reste à peu près 20% pour vivre, manger et se payer les loisirs. Bon. Mais le gros problème, c'est le partage des richesses, c'est-à-dire... je trouve pas le mot, le gaspillage de cet argent public qui part dans des choses utiles, comme la santé, l'éducation et tout ça, mais qui part aussi dans des choses complètement démentielles, où on a des salaires qui sont dispendés à droite, à gauche, où on a des jetons de présence en veux-tu, en voilà, pour n'importe quelle réunion à droite, à gauche. Finalement, votre alter ego féminin, c'est Jacqueline Moreau. Vous comprenez les Gilets jaunes aujourd'hui ou pas ? Ah, je les comprends très bien. Et je viens... Qu'est-ce que vous faites du pognon ? Eh ben, je vais vous dire une chose. Depuis 3 ans, j'ai joué une pièce qui s'appelle À vos souhaits, de Pierre Chénaud, créée par Bernard Blier il y a 40 ans. Et à un moment, j'ai eu une tirade sur le pognon, qui est une rébellion contre l'utilisation du pognon. Et quelles que soient les idées de chacun, la salle applaudit. Mais malheureusement, je ne peux pas la sortir par cœur comme ça. Et dans les années 2000, vous êtes présenté à différentes élections. Est-ce que vous pourriez remettre le couvert aujourd'hui ?
Je suis fatigué. Je suis fatigué parce que j'ai dépensé beaucoup de temps, d'énergie et d'argent, parce que évidemment j'étais avec mon argent tout seul et sans aucun parti. C'est pour ça que les résultats sont trop faibles. J'étais très déçu de la réaction dans la rue où tout le monde avait l'air de me soutenir, avec un groupe de jeunes d'ailleurs. Et au moment de voter, les partis se sont imposés. Et ben voilà. Si tous les gilets jaunes veulent bien se réunir et souhaitent avoir quelqu'un dans leur liste pour les booster, je suis... Ouais. D'accord. Dernière chose, quand on vous regarde aujourd'hui, Bernard Ménès, je sais exactement à quoi ressemblera Pierre Lisset dans quelques années. Ah bon? Ah peut-être, je sais pas. La team Oui. moustache. C'est la team moustache. Déjà team moustache. En tous les cas, merci Bernard d'avoir été avec nous. Merci de m'avoir invité. C'est sympathique. Je rappelle qu'à cause des filles, la nouvelle comédie de Pascal Thomas est en salle. Voilà, on se retrouve après la pub avec Les Terriens de Tanguy Pastureau, le winner de l'actu et Cobb Johnson. A tout de suite. Bonsoir les Terriens du dimanche. Bienvenue dans l'émission qui vous aide à vous faire votre opinion. Toujours en compagnie des 6 mercenaires. Natacha Polony, Raquel Garrido, Monia Cachemire, Franz-Olivier Gisbert, Gilles-William Golnadel et Pierre Lissia. Et maintenant, c'est l'heure des Terriens de Tanguy Pastureau. Non mais vous avez vu? Est-ce que vous avez vu comment Tanguy Pastureau regarde la caméra maintenant? On dirait Patrick Poivre d'Arvor. Il fait l'amour à la caméra. Vous m'imitez très bien. Je t'imite très bien. Voilà. Une blogueuse. Notre maître à tous, c'est Patrick Poivre d'Arvor qui a fait ça pendant des années. Tu fais ça très bien. Bravo. Merci beaucoup. Merci. Attention, on passe à Pastureau jingle. Ah, j'en peux plus de l'hiver. Là, je partirais bien loin, sur une plage, le soleil luisant sur mon corps de rêve, semblable à celui d'un dieu de l'Antiquité. Alors non, pas celui-là, parce que ça, c'est un dieu de l'Antiquité, après tir de flashball et grenade de désencerclement. Moi, je ressemble plutôt à ça. À un détail près, bien sûr, puisque tous les Grecs ont été sculptés à partir de modèles qui sortaient juste de la piscine. Mais je n'ai pas le temps de voyager, puisque je bosse, comme vous, Thierry, qui enchaînez les tournages. C'est bien simple, je vous ai jamais vu non maquillé. Vous avez été plus poudré dans votre vie que Louis XIV. Ça doit être une fierté pour vous. Non, il faut ne rien avoir à faire de sa vie pour voyager ou être président de la République. Tenez, notre Macron, là, il kiffe. Pendant que nous, on se tapait la tempête Gabriel, lui était en Égypte, le pays des momies, Toutankhamon, Agamemnon, Gérard Collomb. Alors, il a visité le temple d'Abou Simbel, qui date des pharaons. Mais leur déception, tout a été tagué par des racailles. Une horreur! Les mecs ont gravé des émoticônes partout sur les murs. Mais moi, je mate le 06 de ma nièce, je vois la même chose, pas besoin d'aller en Égypte. Alors, Brigitte, qui était présente, a admiré 2-3 graffitis, notamment la pub Nespresso de l'époque, où on voit Clooney en slip en train de boire un ristretto. Macron, lui, a écouté les explications du guide. Et c'est le seul type qui renifle un grand coup avant de rester scotché la tête en l'air que je vois depuis la série Narcos sur Netflix. C'est des 60. 300 000 tonnes de pierre qu'il fallait dégager. Voilà. Donc il est resté bloqué comme ça 36 heures. Hein, ils l'ont installé à côté d'une centrale nucléaire. Maintenant, ils vérifient qu'il n'y a pas de drone envoyé par Greenpeace. Une fois revenu sur Terre, Macron a rencontré Al-Sisi, le président qui donne l'impression d'insister rien que quand il dit son nom, devant lequel il a parlé droits de l'homme. Mais quelle impolitesse! Mais il pourrait se cacher pour faire des trucs comme ça. Parler de droits de l'homme à Al-Sisi, ça revient à refiler un best-of de Boy George au pape François. À noter que Brigitte s'est éclatée sur le site de Gizeh
disait, elle a produit la même posture que si elle avait fait les jeux apéro à l'hôtel club du Chameau Pelé à 2 km. Non mais il faut la comprendre. Le dernier truc qu'elle a fait, c'est inviter Carla Bruni et Valérie Trierweiler à l'Élysée pour le goûter. Une première dame et la moitié d'une, puisque Hollande avait eu une montée de sève à mi-mandat. Donc vous lui dites, bébé, ce week-end, je t'emmène dans le nord de la Pologne, j'ai une Smartbox, mine de sel et coup de grisou. Elle est déjà heureuse. Et même Macron, son quotidien, ce sont les réunions avec Merkel. Ça, c'était la semaine dernière. Il lui a attrapé l'épaule. Elle lui a attrapé, on ne sait pas. Elle le frotte, elle le frotte. Il est tellement mieux en Égypte. Allez, maintenant, ils aiment Macron comme le président Al-Sisi. Les armes que nous, on lui vend et grâce auxquelles il peut tout faire péter, ce sont les macronphiles. Avec Jean-Yves Le Drian, le breton dépressif, qui a reçu le président israélien Reuven Rivlin pour une expo sur la Shoah. La Shoah plus Le Drian, le combo de la tristesse. Il manque juste Isabelle Huppert en train de chouiner et un rhum sans jambes. Et Rivlin se pendait. Pour survivre à cette journée, il a été obligé de se patcher dans le dos un DVD de Tex. Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation, a lui trouvé le moyen de se faire bien voir des lycéens qui croisent. Il leur distribue de la drogue. Le jeune a gobé un exta, le Manu, c'est très fort, il s'est déplacé la tête vers le haut sur 7 km sans arriver à desserrer les mâchoires. Puis Blanquer a visité une école en Charente, le seul endroit où il y avait du soleil cette semaine. Et autant lui est tout coin-sauce, autant l'ombre de Blanquer est très sympa. Elle est posée à la cool, en train de bouffer des frites. Lui, il pourrait tourner dans un film des frères Dardenne, son ombre dans Bienvenue chez les Ch'tis 2. Christophe Castaner, lui, est allé à Calais pour parler tourisme. D'après lui, en 2018, regardez, il l'a écrit, le coin a connu une fréquentation touristique exceptionnelle. Calais, c'est sûr, les touristes sont venus de partout. Syrie, Libye, Nigeria, ils ont relancé l'activité randonnée sur la région. Alors Castaner est monté dans un bateau où il a essayé de voir des nudistes, mais en janvier, par 2 degrés, il y avait juste 4 vieux en polaire en train de se faire déféquer dessus par des mouettes. Et il a donc tenté de se suicider en précipitant le bateau à pleine vitesse contre le quai. Il a aussi consulté un cahier de doléances. Et sachant que ce sera lu à Macron, il a écrit dedans « Bonjour, je suis Monsieur X, anonyme. Je souhaite que Christophe Castaner soit augmenté de 1 000 € par mois, plus les tickets resto. » Puis il a signé avec un Anglais un document. Sauf qu'au moment de le refiler aux collègues, eh bien, ça collait. Oups. Ces bureaucrates. Ils aiment tellement leur dossier qu'ils se masturbent dans l'Élysée. Alors Sébastien Lecornu, ministre d'on ne sait plus quoi, mais enfin lui non plus se souvient plus, sa carte de visite c'est un texte à trous, a croisé Gérard Collomb, à qui il a demandé si ça allait. Mais juste comme ça, l'autre pourrait crever parce qu'il s'en fout de la réponse. Ça va? On y va d'ailleurs, peut-être rejoindre les élus qui sont là-bas? Je sais pas ce qui est... Si, je crois que... Si, là-bas, il se passe un truc plus intéressant que toi. Alors, Collomb, qui avant a fait le CIRA, le mondial des métiers de bouche, Thierry Marx, Philippe Etchebest, Zaya, ça avait lieu à Lyon. Et il a attendu que le ministre de l'Agriculture, Didier Guillaume, ait fini de prendre une posture gaulienne juste pour parler de tarte tatin et porc braisé. Ensuite, un chef, à son tour, est venu causer, mais après le repas, en pleine phase de digestion, et s'est endormi devant son pupitre, debout comme les chevaux. Il a été placé dans un haras avec des juments où il sert des talons. Dans quelques mois, naîtront plein de petits centaures. Alors, amour toujours, Mounir Majoubi, ministre du numérique, a fait les Human Tech Days, salon de la high-tech, où il a flashé sur un petit robot. Il lui a tenu la main. Le robot est devenu bleu. C'est signe d'excitation chez les robots. Alors que chez nous, c'est signe que mamie s'étouffe avec sa blanquette. Une belle histoire. Mounir et XB216 avaient prévu de se marier le mois prochain au rayon informatique à Darty. Ils devaient faire appel à une mère porteuse pour accueillir dans leur foyer le mélange de leurs deux êtres, soit un presse-purée. Malheureusement, XB216 a succombé aux avances de Jean René, un seigneur qui lui a caressé la tête. Mounir est de nouveau seul. Si vous êtes un robot, ou si vous marchez comme un robot à cause d'une grosse arthrose, contactez-le.
Alors, autre personnage fantasque de La République En Marche, Cédric Villani, le député sapé comme Verlaine sous absinthe, qui est intéressé par la mairie de Paris. Alors, Paris, comment expliquer ça aux gens des régions? C'est une sorte d'immense piste cyclable où des gens de gauche bouffent du boulgour. Et il a décidé de faire une pré-campagne, mais de nuit. Hein, c'est-à-dire qu'il enfile l'écharpe en poil de hipster que lui a faite sa tati et il se défonce la ruche en faisant croire qu'il bosse. C'est comme ça que Chirac a eu la mairie en 77. Il s'est donc rendu au Lapin Agile, ce qui ne signifie pas que DSK s'est mis à la Zumba. C'est un cabaret de Montmartre où ont défilé, écrit-il, Baudelaire, Picasso ou Trio. Villani fréquente Castaner et Darmanin, donc ça le change. Et il a fini à 5h du mat à Pigalle. Alors pour l'instant au compteur, il en est donc à 2 électeurs et 7 MST. Alors, sinon moi j'ai une nouvelle idole. J'ai une nouvelle idole, c'est Marlène Schiappa. Elle est drôle. Et à elle seule, c'est les Marx Brothers, plus les Inconnus, plus Jean Lassalle. Hein. Déjà, pour elle, le grand débat national, c'est partout, tout le temps. Un grand débat, un atelier du grand débat, ça peut être n'importe quoi. Dimanche, vous allez manger chez votre belle-mère, vous allez être 8-9 autour de la table. Bah, oui. C'est plus une engueulade familiale, c'est un atelier du grand débat national. Voilà. La tête de Cyril. Vous êtes au lit avec votre copine, elle vous dit quoi déjà? Qu'est-ce qui t'arrive mon gros loup? J'ai rien senti. Ce n'est pas une humiliation, c'est un atelier du grand débat national. Ça permet de se rassurer quant à soi-même. Non mais moi, si je prends un café avec Natacha et qu'on parle de la France, c'est sa passion, hein, moi j'en ai rien à foutre, eh bien ce n'est pas du temps perdu, c'est un atelier du grand débat national. Voilà. Hein, du coup, on bosse tous pour Macron 24 heures sur 24. Il a fait de nous des Philippins. Mais Marlène Schiappa, mais elle est magique. Mais dès comme ça, il y en a une toutes les 3 générations. Quand on lui demande, vous êtes gilet jaune, foulard rouge, bleu comme le robot de Majoubi quand on lui tripote le bouton on, elle répond... Jaune, vert, rouge, de quelle couleur vous êtes le plus sensible ou le plus proche? Je suis la couleur arc-en-ciel. Ce n'est pas une femme, c'est un arc-en-ciel. Donc si on en croit la légende, à ses pieds, il y a un trésor. Bruno Le Maire va essayer de le choper pour combler le déficit. Non mais Marlène Schiappa, c'est de la poésie dans un monde médiocre. Madame, je ne sais pas si votre carrière c'est vrai ou si c'est un happening artistique, mais ici, on vous adore. Enfin, un mot de Franck Riester, le ministre de la Culture, qui en 4 jours a rendu hommage à Michel Legrand, Éric Holder, l'organiste Jean Guillou et Henri Chapier. En fait, c'est un croque-mort. Ainsi, si de votre nom, c'est que vous êtes décédé. L'autre jour, il a retweeté Marlène Schiappa. J'ai cru qu'elle avait passé le Serpentin à gauche. Je me suis dit, quelle perte pour le monde de la déconne. Enfin, Bruno Le Maire, ministre des 18,30 € qu'on n'a pas encore claqué, était à Davos en Suisse pour le Forum économique. Et il donne ses interviews dehors, dans le froid. Ce qui fait que ses lèvres se collent et le mot interlocuteur, ça donne ça. Tous les interlocuteurs que j'ai rencontrés. Les interlocuteurs, hein, ils contractent les mots. Au Scrabble, il peut écrire ornithorynque avec 2 lettres. Ensuite, il a fait une autre interview, également dehors. Hein, il passe ses journées dans la neige. Il a la vie d'un ours. Hein, il se lèche. Et si Montebourg lui montre ses ruches, il les défonce pour se taper tout le miel. Allez, maintenant, il déteste Macron comme Fabrice Lucchini. Les phrases de moins de 14 minutes 30, ce sont les macronphobes. Avec Laurent Wauquiez qui a fait un speed dating la main dans le plat de charcuterie. Le boucher qui n'a pas vu a malheureusement passé le membre à la trancheuse à saucisson. Alors pas d'affolement, il reste une main à Wauquiez. C'est suffisant pour compter le score en pourcentage qu'il fera aux européennes. Yannick Jadot, l'unique membre d'Europe Écologie Les Verts, a lui manifesté dimanche dernier contre le changement climatique. Il a raison. À Mulhouse, l'été, il fait 39 degrés. Les gens prennent des vacances en Tunisie pour rien. Ils râlent. Hein, ils disent, j'aurais pas dû bouger. En plus, il y a la même proportion d'Arabes que chez moi. Alors, Jadot a retrouvé Alain Bougrain-Dubourg et Noël Mamère, les 2 vieux du Moped Show de la catastrophe climatique. Mamère, c'est des poils roulés dans du velours. Hein, pour Christina Cordula, c'est un M. Nicolas Dupont-Aignan, lui, a visité le salon des taxis. Il y est resté 2 heures. Les mecs avaient laissé tourner le compteur. Il en a eu pour 750 €. Christian Estrosi,
Maire de Nice a visité un dojo et il s'est fait câliner par un gamin. C'est spécial, la Côte d'Azur. Même les enfants sont de droite. Estrosi, à la naissance, les attend à côté de la sage-femme. Dès que la tête apparaît, il prend une photo, va l'imprimer à l'accueil de la maternité. Un quart d'heure plus tard, ils repartent avec leur carte des Républicains. Parfois, ils n'ont pas encore de prénom. À Nice, il y a 10 000 ensembles vides qui ont adhéré. Alors à gauche, au PS, Olivier Faure a dit que son parti allait faire son inventaire. Donc ça va pas être long. Une cafetière, une table, 2 chaises et une vieille photo de Léon Blum devant laquelle les 4 derniers socialistes pleurent. Olivier Faure qui a planté un drapeau du PS sur le toit de leur siège en banlieue parisienne. Si la NASA en 69 a vu la grosse flemme de faire partir la fusée pour la Lune, ça aurait donné la même image pourrie. Moi je vois ça mais je saute du toit en me disant la vie est une chienne. Il faut faire une cagnotte Litchi pour sauver Olivier Faure de la dépression. Autre socialiste, Martine Aubry, maire de Lille, a fait des vœux de quartier. Et alors, c'est pratique, elle est tellement rigide que quand la salle est pleine, on peut la mettre sur une chaise et lui coller un gosse dessus. Pour peu qu'elle lui dise à l'oreille « Je vais te manger, Kevin », le petit oserait dit, et on peut en mettre un de plus par-dessus. C'est la technique des lasagnes, mais avec juste de la viande. Enfin, Éric Coquerel, France Insoumise, était cette semaine à Cuba, l'équivalent de Disneyland pour lui. Soleil, révolution et Rome. Pas de bol, il s'est farci la plus grosse tornade depuis 1940. C'est un chat noir. Il déboule en Éthiopie, dans les 10 minutes, il flotte et les mecs font du kitesurf. En plus, ils sont pas gros là-bas. Avec juste un sachet Leclerc sous le bras, ils décollent. Allez. Avant de se quitter, un tour par les gens d'ici, un pot pourri de Français, pas tous frais eux-mêmes. Tout d'abord, stupeur chez les fans de Tom Sawyer. On a retrouvé Joe l'Indien. Il est devenu gilet jaune. S'il prend Macron pour Tom Sawyer, parce qu'ils ont le même âge, il va lui faire du mal. Je veux pas voir ça. Alors, bonne nouvelle, Anne Hidalgo sait utiliser ses doigts. Elle arrive à dire « Ouais, on est trop cool » avec le pouce et avec l'index. Lui, c'est mon copain. D'ailleurs, je lui titille le téton parce qu'à Paris, on est trop chaud. Elle sait que Cédric Villani, à cette heure-là, est en after dans une backroom avec le slip de Danton. Donc, elle tente le tout pour le tout. Alors, attention, rectificatif. Il y a 2 semaines, Macron était à Toulouse en visite dans une base militaire. On a cru qu'au fond, il y avait un arc-en-ciel, mais en fait, il s'agissait de Marlène Schiappa. Macron a dit à un des bidas « ça va », suite à quoi l'autre a répondu « pas mal ». Donc, c'est un atelier du grand débat national. Drame, Christine Lagarde du FMI s'est emmêlée les mains avec des collègues qui, d'un coup, ont tiré un peu fort et elle est morte. Enfin, accusé de violence, un député devient membre d'une commission de lutte contre les violences. Enfin, on prend des spécialistes. Ça nous change des gens qui savent pas de quoi ils parlent. À la météo, mettons Marlène Schiappa, c'est un arc-en-ciel. Bisous. Bravo. C'était Tanguy Pastureau. On se retrouve ici la semaine prochaine. Et d'ici là, sur scène et sur mycanal.fr. En fin d'émission, Cobb Johnson, donc pour Gilets jaunes. Et maintenant, on va jouer. La semaine dernière, c'est France qui a gagné. Qui a triché. Alors, qui a peut-être triché, mais qui a gagné. Qui remportera le cerveau d'or cette semaine? C'est le winner de l'actu. Voilà, attention, d'après Le Monde, qu'est-ce qui pourrait venir à manquer en Angleterre à cause du Brexit? Les klaxons de voiture, le bacon, le papier toilette ou l'humour anglais? Je suis snob. J'ai envie de dire le papier toilette. Oui. Le papier toilette. Les Anglais sont avec les Allemands les plus gros consommateurs de papier toilette d'Europe. Le durcissement des conditions douanières ralentirait l'afflux des stocks. C'est très, très compliqué. Les Anglais consomment 127 rouleaux par tête. Enfin, pas par tête, par cul. Par an Par an, absolument. Et les Français Les Allemands, 134 rouleaux. Ils se font bien chier, les Allemands. Et nous, les Français, on est sales comme des cochons, évidemment. 71 rouleaux pour la France. Qui est mort la semaine dernière? Tous. Le chat le plus laid du monde. Oh, miskin. Le lapin le plus gros du monde. Le chien le plus mignon du monde.
ou Régine? Oh, les cons. C'est pas juste, là. Ah bon, c'est qui? C'est truqué, évidemment, elle triche. Mais tu la laisses jouer, oui. Tu me laisses jouer, s'il te plaît. Pas vrai, ça. J'ai envie de dire le lapin le plus gros. Na. Le chien le plus mignon du monde. C'est vrai. Ah bon? C'est vrai. Il s'appelait Bou. Sa page Facebook comptait 16 millions d'abonnés. 3 millions. Il est mort, Bou. Il est mort. Qui est ce monsieur qui fait la queue dans un fast-food? Gilles William Goldnadel, le PDG de Burger King, Bill Gates ou Alexandre Benalla? On dirait le sud. Alexandre Benalla. Non. Bill Gates. Bill Gates, bravo Bah oui. Raquel. Il est allé acheter un burger à 7,68 €. Le mec, il pèse 100 milliards de dollars. Il quand même bouffe de mieux la que ça, merde non? à 7 €. C'est un Américain. Vraiment de la merde. C'est un Alexandre Américain. Benalla, lui, en revanche, lui boit des coups avec Vincent Kras. Ouais, on n'est pas ici pour faire de la politique. Eh, ouais, C'est mais pas quand le sujet. même. C'est de la faute du capitalisme. Attention. Qui, François Hollande, s'imagine-t-il affronter au second tour de la présidentielle en 2022? Emmanuel Macron, Marine Le Pen, Nicolas Sarkozy ou Jacques Cheminade? On dirait le sud. C'est normal. Bref, regarde. Regarde. Ouais, pas. Mais Moi, regardez-moi. Vas-y. Non, non, mais attends. Putain, j'en ai marre. Marine Le Pen. Non. Bah alors. Sarkozy. Nicolas Sarkozy. Oui, Nicolas Sarkozy. C'est la délinquance. Hollande pense Cauchemar. que Wauquiez va s'effacer devant Nicolas Sarkozy. Il a envie de Et refaire alors, et et ensuite qu'il y aurait un deuxième tour avec Sarkozy et Hollande. Et Hollande. Surtout, non, mais l'info, c'est que Hollande s'imagine au deuxième tour de la présidentielle. Non, mais moi, Mais je en rêve. même temps, on a vu tellement de trucs. Je Oh là. rêve que Hollande et Sarkozy se présentent en 2022 et qu'ils soient vraiment Mais- balayés par l'histoire. Bah non, mais- Définitivement. Un artiste va jouer en boucle et à l'infini une chanson dans le désert namibien. Quelle est-elle? Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps. Gotta take the life to drag me away from you. This is ground control to Major Tom. You've really made the grade. Le petit bonhomme en mousse qui s'est lancé et a le plongeur. Cet homme a la chance. Voilà. On dirait le sud. Bon, et au pif, parce que j'ai pas lu l'info, Voilà. évidemment, ça pourrait être tous ces gens-là, mais je crois que c'est quand même Toto. Toto, bravo! Bravo! Donc grâce à des batteries solaires, c'est incroyable. Mais qui c'est Toto? Mais c'est Toto, c'est un Africain. groupe. Je connais pas les Des blagues. Magnéto, Serge. Voilà alors, grâce à des batteries solaires, ça va jouer éternellement. Ça s'appelle de la pollution sonore. Exactement. Africa de Toto. Je sais pas pourquoi on va emmerder des serpents, des fourmis, des bestioles pour ça. Quelle nouvelle règle Marc Fesneau, le ministre chargé des relations avec le Parlement, a-t-il mis en place dans son ministère? L'interdiction d'imprimer des mails, le tutoiement obligatoire, une amende de 2 € dès que le mot technostructure est prononcé, ou un quota de roues dans ses effectifs. Je suis snob. L'amende de 2 €. Ouais, l'amende de 2 € dès que le mot technostructure est prononcé. Mais pourquoi? Parce qu'on peut en parler en mal ou en bien, donc qu'est-ce que ça veut bien Non, attends, c'est vouloir... Marc Fesneau. Tu t'appelles pas Fesneau. Ouais. Marc Donc il Fesneau, fait ce qu'il veut, ce monsieur. toi, je vais dire, toi, t'es Enfin. là, Marc Fesneau, il est là. hein. Mais bien sûr. Soit que tu te rends pas Marc compte. Fesneau. Alors attention. Quelle est la nouvelle mode initiée par les sœurs Kardashian? L'ajout de dents, le maquillage vaginal, le rabotage des genoux ou le lifting du nombril? On dirait le sud. Maquillage vaginal, non? Mais pourquoi tu lui souffles? Mais parce, Elle m'a que, parce que soufflé. j'ai été Non, méchante. non, là, avec je Elle elle. était méchante, alors je lui ai c'est dit, plus voilà. possible, il n'y a plus de jeu. Là, il n'y a plus de jeu, là. Non, mais attends, c'est pas vrai. Non. Une marque scandinave commercialise des baumes, Oui. des exfoliants pour les lèvres intimes. Mais ça Ah oui. existe déjà, ça s'appelle le rouge à lèvres. Mais oui.
Tu savais, Natacha? Non, je ne savais pas, mais ça me manquait vraiment. Ça, si Perico veut faire un beau cadeau... Attends, moi j'ai une super nom de marque si tu veux lancer ça. Ça s'appellerait Natachat. Ouais. Ah oui, bien. Oh, mon... Tu te ferais plein de fric, beaucoup plus que dans la presse. Ouais, ça oui, c'est sans vrai. doute. Monia a un point d'avance déjà. sur Fogg. Et là, je décide unilatéralement de faire un super banco. Le banco. Le banco. Super banco. Attention. Allons-y. Qui est cet homme? Le gardien qui surveille Carlos Ghosn. L'homme le plus heureux du monde. Le fondateur d'Alibaba, où on ne sait pas, lui non plus. Je suis snob. On ne sait pas et lui non plus. Bravo. Effectivement, bravo, il a été découvert dans les rues de Marseille le 13 août 2017. Il faisait une crise de nerfs à un arrêt de bus. Et les marins-pompiers l'ont pris en charge pour l'hospitaliser. Il n'avait pas de papier sur lui, en fait. Il est resté mutique. On n'a jamais su. On l'appelle Monsieur 13 août. Ça ne serait pas un migrant qui simule? Oh, J'en ai parlé. Attention, j'accueille le livreur devenu rappeur. Sa chanson Gilet jauni totalise 18 millions de vues sur YouTube. C'est Cobb Johnson. Eh oui, c'est l'heure du live. Ça va tout le monde? Macron, démission. Macron, démission. Macron, démission. Allez, gilet jaune. Moi, gilet jaune. C'est moi les gilets jaunes. Faut danser petit. Gilet jaune. Moi, gilet jaune. C'est moi les gilets jaunes. Faut danser petit. J'ai voulu mettre des ans. C'est trop cher. J'ai payé les taxes. C'est trop cher. J'ai voulu mettre des ans. C'est trop cher. J'ai payé les taxes. C'est trop cher. Faut cotiser par-ci. C'est trop cher. Faut cotiser par-là. C'est trop cher. Faut cotiser par-ci. C'est trop cher. Faut cotiser par-là. Y'en a marre. Y'en a marre. Je vais manifester. Donc je mets mon gilet jaune. Mon gilet jaune. C'est moi les gilets jaunes. Faut danser petit. Gilet jaune. Mon gilet jaune, c'est moi les gilets jaunes. Faut danser petit. Les Français en colère, c'est pas bon. Ils bloquent le péril, c'est pas bon. Les Français en colère, c'est pas bon. Ils bloquent le péril, c'est pas bon. À côté la manie, c'est pas bon. C'est plus Emmanuel Macron, c'est Manuel Técon. C'est pas bon. C'est Manuel Técon. Toi tu manifestes pour 10 centimes de gasoil en Bizet. Pour 10 centimes de gasoil en Bizet. Toi tu manifestes pour 10 centimes de gasoil en Bizet. 10 centimes de gasoil en plus, y'en a marre, y'en a marre, y'en a marre. Je vais manifester, donc je mets mon gilet jaune. Moi gilet jaune, c'est moi les gilets jaunes. Faut danser petit, gilet jaune. Moi gilet jaune, c'est moi les gilets jaunes. Faut danser petit. Merci tout le monde. Merci beaucoup. Voilà, c'était Cobb Johnson avec le titre Gilet jaune. Bravo. Je rappelle que Succès, son nouveau single est sorti aujourd'hui. Merci tout le monde, merci beaucoup. Merci. Voilà, c'était les Terriens du dimanche, l'émission qui vous aide à vous faire votre opinion. Merci à tous ceux qui m'ont aidé à faire cette émission, à commencer par Stéphane Simon. À samedi, 19h. Ciao. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.